Voilà, ben donc c'est notre dernier cours de l'année. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de stagnation séculaire, mais en détail. Voilà, donc un peu mes réflexions, hein, donc ça n'épuise pas le sujet. Il y aura certainement beaucoup de travaux faits sur cette question, mais c'est un peu ma vision du domaine. Voilà. Stagnation séculaire, voilà, je passe à un diaporama à partir du début. Voilà. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé autour de travaux que Robert Gordon a effectués. Il y a un papier notamment de lui qui est très cité, de 2012, Is US Economic Growth Over? Est-ce que c'est terminé pour la croissance économique américaine? Et donc, je vais un petit peu d'abord parler de cet article. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous l'ont lu. Et donc, pour vous, ça sera sûrement du rappel. Mais c'est toujours bien de partir de choses qu'on connaît. Voilà. Et puis, sans doute, vous avez votre vision qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que fait Gordon dans cet article? Il fait remarquer qu'il n'y a pratiquement pas de croissance avant 1750. Ça, vous le savez. Ça, si vous ne le saviez pas maintenant, ça serait désespéré, ça montrerait le peu d'efficacité de mes enseignements, et que rien ne garantit que la croissance se poursuivra indéfiniment dans le futur. Donc, en fait, sa vision, c'est que les 250, enfin que disons même, moi je vois que ça a commencé vraiment en 1820, hein, pour lui, les 250 ou les 200 dernières années étaient peut-être un épisode unique dans l'histoire de l'humanité. Et donc, voilà. Alors, il s'intéresse surtout aux États-Unis, hein. Et alors, ce qu'il fait là, c'est qu'il regarde, en fait, donc la croissance du PIB par tête. Vous voyez, il démarre en 1300, et évidemment, aux États-Unis, il ne se passe pas grand-chose. Hein, il n'y a pas les États-Unis pour commencer, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est clair que là, il n'y a pas de grosse surprise. Mais il regarde, en fait, mondialement. Donc, il ne regarde pas pour les États-Unis. Non, c'est le pays le plus avancé, c'est ça, c'est la croissance du pays le plus avancé. Donc je ne devrais pas, ce n'est pas uniquement les États-Unis. Ça change en fait. Donc là, c'est la croissance du PIB par tête du pays leader sur des intervalles de temps. Donc effectivement, là, ce n'est pas les États-Unis qui sont leaders, visiblement. Donc au début, c'est la Grande-Bretagne qui est leader. Donc voilà la croissance du PIB par tête britannique. Et puis ensuite, eh bien, c'est les États-Unis qui deviennent le pays leader. Ce que j'appelle le pays leader, c'est le pays avec le PIB par tête le plus élevé. D'accord? C'est ça que j'appelle le pays leader. Hein. C'est très, très simple. Et donc là, vous avez la croissance américaine qui augmente. Et là, elle baisse. Et vous voyez, surtout, ce qui est intéressant, c'est la baisse depuis les années... Alors, lui, il pensait ça avant les années 2000. Mais en fait, après, il y a eu des hauts, des bas. Mais c'est surtout la dernière période, nous, qui nous intéresse. Donc, vous avez un pic de croissance américaine entre 35 et 50, après la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, vous avez une baisse progressive depuis 1950, avec, on verra plus précisément tout à l'heure, quand même un petit haut avec la vague, mais on l'avait déjà vu, la vague des technologies de l'information et communication, mais qui retombe. Et on veut comprendre pourquoi ça retombe. Voilà. Mais en gros, lui, c'est ça qu'il... Donc lui, un petit peu ce qu'il fait, c'est que lui fait de l'interpolation. Il dit, voilà, il n'y avait rien du tout, ça monte, et puis ça baisse. Et lui, ce qu'il pense, c'est que ça va baisser. Vous voyez que ça va continuer de baisser, quoi. Lui, il pense qu'il faut prendre une règle et faire de l'interpolation, vous voyez ce que je veux dire, et de prolonger. Et donc, pour lui, la croissance devient une parenthèse, vous voyez, c'est une vision un peu pessimiste. Voilà. Alors, il essaie de tempérer, parce que je caricature un petit peu, il essaie de tempérer cette vision pessimiste, mais en gros, c'est ça sa vision. En fait, pour doubler le PIB par tête, il a fallu plusieurs siècles avant 1800, 28 ans seulement entre 29 et 57, et 31 ans entre 57 et 88. Combien de temps pour que le PIB par tête double de nouveau dans le pays leader à partir de maintenant? Et lui pense que ça va être plus que 31 ans. Voilà, et que ça va être toujours de plus en plus lent pour doubler le PIB par tête. D'accord? Du pays leader. Hein, c'est pas... Donc, voilà. Donc, vous voyez, il essaie de projeter, et la projection de Gordon est celle d'une baisse continue de la croissance du PIB par tête au XXIe siècle pour atteindre en 2100 0,2%. Voilà.
Donc ça, disons que c'est la croissance du pays leader hein, en 2000, qui sera encore peut-être les États-Unis, encore qu'on ne sait pas si ce sera les États-Unis à ce moment-là. Ça, il le dit. C'est ça aussi sa prédiction, que ça sera encore les États-Unis. Donc il est plutôt optimiste d'un point de vue américain. Oui. Voilà, c'est intéressant ça. Oui. Alors pourquoi disons qu'en gros, son explication, c'est qu'il y a des rendements décroissants au processus d'innovation. Alors on va voir qu'il n'est pas le seul à penser comme ça. Donc on peut penser que, et je vais vous montrer d'autres, je vais parler d'autres auteurs qui ont cette vision que l'innovation, c'est quelque chose, une activité à rendement fortement décroissant. Mais lui, en gros, sa vision, c'est l'arbre fruitier. Hein, je vous en ai déjà parlé avant, c'est-à-dire de dire, ben voilà, les grandes innovations, ça a été la machine à vapeur, les grandes technologies génériques, hein, les General Purpose Technologies, dont j'ai parlé plus tard, dont j'ai parlé avant. Il y a la machine à vapeur, et puis qui a donné énormément. Alors, il n'arrive pas à mesurer la croissance qu'a apporté la machine à vapeur. Lui, il commence, puisqu'il n'a pas les chiffres pour cette époque-là, il commence après. Mais enfin, il dit, en gros, l'électricité, ça a été aussi très important, et comparé à l'électricité, ce qu'il appelle l'électricité pour lui, l'électricité chimie, c'est la deuxième révolution industrielle. Et la troisième, qui sont les technologies de l'information et de communication, pour lui, c'est un peu de la bibine à côté de la seconde, hein, en gros. Hein. Et puis après, ce qui va venir sera encore moins. Voilà, c'est un peu sa vision. On prend les meilleurs fruits d'abord. Vous voyez, les fruits que vous prenez, ils sont juteux, sucrés, ils sont bons. Et puis après, quand vous devez grimper aux arbres, d'abord, vous manquez de vous tomber. Hein. Et puis, ce que vous attrapez, c'est très amer, c'est pas aussi bon, vous voyez. Donc, et lui, c'est sa vision un peu de l'innovation. On prend les bons fruits avant, et puis après, il ne reste plus que les mauvais, quoi. Voilà, je simplifie hein, à l'extrême. Voilà. Donc, alors, vous voyez, ici, maintenant, je regarde, là, avant, je regardais la croissance du PIB par tête. Ici, je regarde le niveau du PIB par tête. Et le niveau du PIB par tête, vous voyez, donc c'est toujours dans le pays, j'imagine, le plus avancé, c'est toujours pareil. Vous voyez, on ne décolle pas, on décolle à partir de là. Alors, déjà, là, on commence à décoller. Et puis, vous voyez, ça s'accélère là. Et vous voyez, maintenant, ça ralentit. Je suis d'ailleurs surpris que j'aurais pensé, moi, qu'il y avait une accélération du PIB par tête britannique beaucoup plus ici. Voilà, mais bon. Voilà ce que lui observe. Donc lui, ce qu'il observe, ça c'est le niveau de PIB par tête. Avant, c'était la croissance. Hein. Ça, c'est le niveau. Et vous voyez, le niveau, il est, vous voyez, voilà, il y a vraiment une accélération là. Et puis lui, pour lui, ce qu'il pense, c'est que cette courbe, vous voyez, va être comme une courbe en S, vous voyez, comment monter comme ça, puis ça devient... Et voilà, ça va il y aura comme une asymptote, quoi. Vous voyez, presque pas de croissance après. Ça, c'est ses prédictions à lui, hein, d'accord. Alors, il y a 3 grandes révolutions industrielles, mais ça, bon, je veux dire, on l'a vu, nous, et revu. La première, c'est les chemins de fer et la machine à vapeur. La deuxième, c'est l'électricité, moteur à combustion, au courant de chimie, pétrole. C'est la première moitié du XXe siècle aux États-Unis. Alors, le pic est venu en Europe et au Japon plus tard. Et puis la troisième, c'est la révolution numérique, ordinateur, Internet, smartphone depuis les années 70, et maintenant tout ce qui est du progrès de l'intelligence artificielle. Hein. Donc voilà. Et alors évidemment, il y a toujours l'idée que vous avez une technologie générique avec des innovations secondaires, ça on l'a vu. Quand je vous ai parlé de technologie générique, il y a une grosse technologie générique, c'est la machine à vapeur, et puis la machine à vapeur, on l'applique à plein de choses. Et donc il y a à chaque fois des innovations pour savoir comment j'utilise la machine à vapeur pour faire fonctionner une usine, pour faire fonctionner un train, pour faire etc. D'accord ? Et à chaque fois, c'est des innovations secondaires qui, évidemment, viennent porter la technologie générique, la développer, je veux dire. Donc, voilà. Donc, lui, évidemment, il n'a pas de données avant 1890, donc il se concentre sur les 2 dernières révolutions. Il n'a pas vraiment des chiffres sur la première, vous voyez. Donc, voilà, donc lui se concentre sur les 2 dernières. Alors évidemment, là, je vous remontre les chiffres de Bergeau, Seth et Leca qui regardent l'évolution de la croissance de la productivité globale des facteurs, qui est une mesure de productivité aux États-Unis. Et là, vous avez la deuxième vague. Je vois bien que j'ai mes... d'accord. Donc, vous voyez d'abord que ça, c'est vraiment la vague de l'électricité. Hein, la vague de l'électricité et de la chimie, donc elle fait ça. Donc là, il y a évidemment le petit creux de la guerre, en fait, et après, ça repart. Donc ça, c'est vraiment la deuxième vague, d'accord. Et voilà, et après, vous avez ça, c'est donc la deuxième révolution. Ça, c'est la deuxième révolution industrielle, en gros, et ça, c'est la troisième, hein, d'accord.
Et donc là, et vous voyez que, ben voilà ce qu'il dit, c'est que la deuxième révolution industrielle a été la plus importante, car elle a amené 80 années de croissance de la productivité entre, disons, le début de l'invention de l'électricité et les années 70, et avec beaucoup d'innovations secondaires, les avions, la clim, les réseaux routiers, etc., etc. Donc il y a eu énormément d'innovations secondaires qui ont été induites par disons, la seconde révolution industrielle. D'accord? Et il dit, comparé à ça, ben celle-ci, c'est pas grand-chose comparé à ça. Voilà, c'est ça sa vision. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il interpole, il fait de l'interpolation, vous voyez, il prend sa règle et il dit, voilà, ben là, c'est moins bien que là, et après, ça sera moins bien, et moins bien, et moins bien. D'accord? Donc, une fois que les innovations secondaires de la seconde révolution industrielle se sont épuisées, la croissance de la productivité a été beaucoup plus lente, notamment entre 72 et 96. Alors, c'est vrai que la croissance de la productivité repartit aux États-Unis entre 96 et 2004 avec les innovations secondaires associées à la troisième révolution. Et ça a été donc la révolution des TIC là-bas et tout ce qui vient avec. D'accord? Et là, c'est vrai que ça a fait repartir la croissance jusque 2004-2005. Et depuis 2004-2005, au début de l'année 2000, là, on a un déclin de la croissance de la productivité aux États-Unis, que lui pense inexorable, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, alors maintenant, évidemment, on peut regarder juste la productivité globale des facteurs, mais on peut regarder ça plus l'intensité capitalistique. C'est-à-dire qu'on sait que la productivité du travail, elle est affectée à la fois par la productivité globale des facteurs, mais par combien de capital est combiné avec du travail. Vous voyez, je veux dire, si j'ai plus de capital qui travaille avec un individu, ça aussi, ça augmente la productivité du travail. D'accord ? La productivité du travail dépend à la fois de la productivité globale des facteurs. Hein, quand j'écris le Y, toujours ma fonction de production A, K, alpha, L, 1 moins alpha, bah, la productivité de la PGF, ça correspond au A, et l'intensité capitalistique, ça correspond, voilà, ce qui m'intéresse, c'est le Y, voilà, c'est combien de capital travaille avec combien de capital est combiné avec du travail, d'accord? Donc c'est le K sur L, quoi, qui m'intéresse. Donc là, si on met les deux ensemble, on obtient à peu près la même chose, c'est-à-dire que là, vous avez, vous voyez, donc c'est vraiment, là maintenant, il regarde en fait la productivité, ce qu'il regarde, c'est le Y sur L, en fait, hein, c'est la croissance quand on met les deux ensemble, c'est ce qui l'intéresse, c'est Y sur L. Donc j'ai une manière de mesurer la productivité, c'est le A, qui est la productivité globale des facteurs, mais sinon, l'autre manière, c'est de faire simplement Y sur L, et le Y sur L dépend évidemment de K sur L et de A, hein, mais là, il les combine, et donc il regarde la croissance de Y sur L, c'est-à-dire du PIB par tête, et il dit, voilà, eh bien, vous voyez qu'il y a une décroissance aux États-Unis entre la période 91-72 et la période 72-96. Ça repart à nouveau entre 96 et 2004, et ça redescend depuis 2004. Vous voyez, donc, et là, j'ai regardé la croissance de Y sur L et pas la croissance du A. D'accord? OK? Voilà. Donc, évidemment, ce que je veux comprendre, c'est ça. C'est pourquoi je vais de là à là. Et là, en fait, je vais passer beaucoup de temps aujourd'hui à essayer de comprendre pourquoi je vais de là à là et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça continue de baisser dans le futur. D'accord? Donc, alors, pourquoi la vague de la révolution numérique n'a-t-elle pas eu le même effet sur la croissance de la productivité que la seconde révolution industrielle? Et pourquoi ne s'est-elle pas poursuivie après 2004? En gros, voilà des questions importantes à se poser. Selon Gordon, un grand nombre d'inventions ou de phénomènes se sont produits dans la continuité de la seconde révolution industrielle. Donc voilà, pour lui, c'est une chose voilà, la seconde révolution industrielle est très importante. La vitesse de transport a augmenté, passant du sabot et de la voile aux avions. La capacité à obtenir une température uniforme dans une pièce toute l'année. Oui, je ne vais pas faire de mauvaises blagues, là, promis. Ce qui a permis là encore beaucoup de progrès à faire, même près de chez nous. A permis de développer le travail, donc le travail à son bureau, donc c'est important. Je me moque toujours de Harvard parce qu'à Harvard, le bâtiment d'économie date de 1938 et il n'y a pas du tout le chauffage uniforme dans toutes les parties du bâtiment. Voilà. La transition des zones rurales vers les zones urbaines
également, le fait qu'il y ait migration des zones rurales vers les zones urbaines est évidemment un facteur qui a été permis par les innovations secondaires. Hein. Donc toutes ces grandes transitions ont soutenu la seconde révolution industrielle et ont permis d'amplifier ces effets croissance. Mais ça ne se produit qu'une fois. Donc pour lui, c'est terminé, quoi. Ça a eu lieu. Pour lui, quelque part, ben voilà, c'est vrai que maintenant, en avion, pour aller à New York, on met plus de temps que quand il y avait le Concorde, à la limite. Il y a presque une régression, vous voyez. Donc pour lui, voilà. C'est vrai qu'on a fait des progrès sur la consommation d'énergie, qui sont très importants. Mais pour lui, les grandes innovations ont eu lieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, voilà, il y a décrochage par rapport à la tendance 48-72, et ça a un impact important. Il dit, voilà, si la tendance de la croissance de la productivité s'était poursuivie, voyez, après la période 48-72, eh bien, le niveau de productivité aurait été supérieur maintenant de 60% par rapport au niveau actuel. Et encore, la révolution numérique et la vague sont venues tempérer cette chose-là, parce que s'il n'y avait pas eu la vague numérique, eh bien, ça aurait été de 70% au-dessus de ce qu'on est. Donc l'idée, c'est de dire, on a quand même décroché par rapport aux belles heures de la deuxième révolution industrielle, et parce qu'on a décroché, on perd 60%, mais heureusement qu'il y a eu quand même une petite aide qui est venue des technologies, voyez, de l'information, qui ont fait qu'au lieu que ce soit 70%, c'est 60%. Voilà, voyez. Mais il dit, voyez, ça ne nous a aidé que pour 10%. À nouveau, c'est une manière de dire, voyez, c'est quand même pas grand-chose, la troisième révolution industrielle. D'accord ? Donc, alors évidemment, il doute donc, Gordon, du fait que la productivité pourra de nouveau connaître et que la croissance de la productivité pourra connaître les niveaux du passé. Toutefois, il note que, alors il essaye quand même de tempérer, c'est-à-dire qu'il dit ne me faites pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'innovation. Donc il essaye, parce qu'il est intelligent, donc il va quand même dire voilà, par exemple, c'est vrai qu'il y a eu, il y a des choses dont on a considéré que c'était fini ou qu'il n'y aurait pas, par exemple, 76 Western Union, le téléphone a trop d'inconvénients pour être considéré comme un moyen de communication sérieux. Puis finalement, on a vu que c'est devenu important. 1927, le chef de Warner Bros, que diable veut entendre les acteurs parler? Qui diable entend les acteurs parler? Bon, et on a compris que c'est devenu quelque chose de même très important. Thomas Watson, président d'IBM, je pense qu'il existe un marché mondial pour peut-être 5 ordinateurs. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que quand même, il est conscient, Bill Gates, ce 640 kilo-octets devrait suffire à tout le monde en 81. Donc, ça veut dire que c'est vrai, il est conscient, Gordon, quand même, qu'on ne prédit pas le futur. Vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent se passer, mais quand même, il dit... C'est assez improbable, voilà. Vous voyez, il n'est pas totalement extrême en disant pour sûr il n'y aura plus rien, après moi le déluge. Voilà, il tempère son après moi le déluge. Voilà, d'accord? Donc voilà, donc simplement pour que. Alors il dit bon, évidemment, qu'est-ce qui nourrit le pessimisme de Gordon? Et ce qui nourrit le pessimisme de Gordon, c'est que en fait, il y a ce qu'il appelle des vents contraires. Alors on regardera ça plus en détail, mais pour lui, il y a des vents contraires qui vont faire obstacle à la croissance de la productivité dans le futur. Alors peut-être qu'on va arriver à les surmonter, ces vents contraires. Quels sont ces vents contraires? Donc voilà, alors en supposant que des innovations telles que la voiture autonome ou des progrès majeurs dans la lutte contre le cancer, Gordon fait l'hypothèse que la croissance de la productivité pourrait se poursuivre au rythme de la période 87-2007 de 1,8 par an. Toutefois, même si l'innovation permettait de soutenir ce rythme de croissance de la productivité, l'économie américaine fait face, selon lui, à 6 vents contraires. Donc il voit qu'il y a, donc je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas idiot, il sait très bien qu'on ne peut pas prévoir le futur, il est conscient qu'il y a des progrès récents qui pourraient quand même permettre de donner un peu de la croissance de la productivité, mais il dit qu'il va falloir affronter des vents contraires. Alors quels sont ces vents contraires? Alors le premier, c'est il y a un aspect démographie, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, l'arrivée des femmes a augmenté le PIB par tête. C'est évident, quand les femmes sont arrivées sur le marché du travail, le Y sur L a augmenté. D'accord? Et donc ça, mais ça, c'est une fois. C'est-à-dire que, quelque part, ça se produit une fois qu'elles sont là, vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, si vous voulez, cette arrivée des femmes sur le marché du travail a masqué les tendances à la stagnation séculaire. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, pourquoi on a vu même l'effet de la deuxième révolution industrielle très longtemps? C'est parce que quelque part, il y avait peut-être déjà les ferments, il y avait déjà les ferments d'un déclin, mais quelque part, ce déclin a été masqué par l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Mais maintenant que ça y est, c'est fait,
voilà, maintenant on est à nu, quoi. Maintenant on est démasqué, vous voyez ce qu'on dit, on avance. Voilà, donc lui, il y a eu un peu un effet d'illusion peut-être sur le Y sur L, c'est-à-dire que quelque part, ce qui a empêché le Y sur L de baisser plus, c'est l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Maintenant, elles sont sur le marché du travail, d'accord? C'est une one time, quoi. Elles arrivent, maintenant elles sont là. Alors, il y a d'autres, donc voilà, donc ça c'est, alors il y a d'autres éléments qu'il mentionne. Depuis 10 ans, le mouvement des baby boomers vers la retraite fait baisser le nombre d'heures travaillées et donc baisser la croissance. L'augmentation de l'espérance de vie à âge de retraite donné accentuera davantage cette tendance. Donc il voit comme ça comme des forces un petit peu, vous voyez, ça c'est la démographie, qu'il considère qu'ils ne vont pas aider la croissance de Y sur L dans le futur. Voilà. Donc, voilà. Mais Bergeau, c'était le cas, montre que l'arrivée des femmes sur le marché du travail a été compensée par une baisse moyenne du nombre d'heures travaillées aux États-Unis. Et en Europe, on a même une baisse du taux d'emploi et des heures travaillées sur la période 50-74. Donc eux contestent un peu cette explication. C'est-à-dire que, vous voyez, Gordon a l'air de dire, voilà, les femmes, ça a été un effet qui a boosté énormément le Y sur L, mais en fait, c'était le cas, et Bergeau disent, ça a moins boosté qu'on pense, quoi. Donc ça peut avoir un effet de masquer, mais pas autant qu'on ne pense. Voilà. L'éducation. Alors là, il y a une autre force, c'est-à-dire de dire, ça on en a parlé, vous vous souvenez que je vous avais parlé de Goldin et Katz, et que j'avais dit, voilà, eh bien, aux États-Unis, il y a eu, c'est vrai, un mouvement vers l'éducation, mais en fait, il y a eu, si vous voulez, la croissance. Si vous voulez, la croissance du taux de la fraction de la population qui qui suit une éducation supérieure, il y a eu croissance, mais la croissance, vous voyez, elle s'est interrompue, surtout, si vous voulez, sur toute cette période-là, vous voyez, de 90 à 2010, vous voyez, on voit qu'il y a... vous voyez, ça c'est donc l'Union européenne, là il y a croissance. La France aussi, il y a une espèce de plateau. Et là, bon, ça baisse et ça remonte. Mais on voit qu'en gros, il y a une espèce de plateau. Donc on a eu croissance et puis en gros, une espèce de plateau. Donc quelque part, alors pourquoi la croissance de enrollment dans l'éducation supérieure, disons, c'est affadie, c'est réduite, parce qu'il y a aux États-Unis l'augmentation du prix des droits de scolarité par rapport au prix des autres biens. Moi, je suis personnellement assez opposé à une hausse des frais de scolarité. On peut discuter de ça. Je pense que ce n'est pas la bonne manière. Voilà, mais on peut en parler, on peut avoir un débat là-dessus. Je sais qu'il y a j'ai de bons collègues qui ont de très bons arguments qui vont dans une direction différente, mais moi je suis très méfiant parce que je vois ce qui s'est passé aux États-Unis. Et ça a eu des effets très négatifs. Voilà. Cette augmentation des coûts décourage les étudiants à faible revenu d'aller à l'université. Là, vous pouvez toujours me dire on met des bourses, on ne met pas. En fait, les bourses, elles se limitent. Et puis, c'est très facile pour une université en cachette de baisser le nombre de bourses. Et moi, j'ai été dans des comités à Harvard où on avait les très très bons, même s'ils n'avaient pas d'argent, on leur donnait des bourses. Mais ceux qui étaient juste à la limite, eh ben, on prenait celui qui avait les moyens et celui qui n'avait pas de moyens, on ne le prenait pas, quoi. Voilà. Moi, j'étais dans des comités comme ça. Je sais comment ça marche, ayant été de l'autre côté de la barrière. Voilà. Les inégalités. Alors, lui, il pense que... Alors là, les inégalités, c'est moins clair, parce que, effectivement, les inégalités, c'est un problème, mais il faut voir dans quelle mesure c'est un problème. Lui, il considère que les inégalités, c'est un vent contraire en soi. Donc, c'est plus l'idée de dire qui profite de la croissance. Donc, il y a tout le débat, est-ce que l'inégalité est bonne ou mauvaise pour la croissance? De quelle inégalité parle-t-on? Et nous avons beaucoup parlé de ça, d'accord? Et donc, certainement, trop d'inégalités, des sociétés très, très inégalitaires, ça devient une barrière à la croissance pour toute une série de raisons. Là, il n'est pas clair, parce qu'il dit qu'il y a les inégalités, mais il n'explique pas pourquoi et quel type d'inégalité serait un vent contraire ou pas contraire. Vous voyez, donc là l'argument n'est pas rigoureux. Voilà, là, il dit, voilà, vent contraire, les inégalités, et on ne comprend pas bien pourquoi c'est un vent. En soi, ça peut être mauvais d'avoir trop d'inégalités, mais il n'explique pas en quoi c'est un vent contraire à la reprise de la croissance de la productivité. Voilà, donc ça, c'est un peu insuffisant. Voilà. Donc,
Ensuite, il parle de la mondialisation, l'effet conjoint de la mondialisation et de la révolution numérique, importation, sous-traitance, la concurrence des pays émergents, salaires plus bas et capacités technologiques croissantes risquent d'impacter négativement la croissance des pays développés. Là, à nouveau, ce n'est pas clair parce que vous avez un effet de diversion, effectivement, mais vous avez aussi un effet de concurrence. On sait, par exemple, il y a eu une étude récente par 3 collègues. J'ai du Strepsil. Vous en voulez? J'ai du Strepsil. Il faudrait que je vienne avec mes médicaments. J'ai Bloom, mais moi, j'en ai besoin, moi, parce que ça m'a... Bloom, Draca, Van Rienen, et ils ont un papier sur la Chine, mais je crois que je vous en ai parlé de ce papier-là dans un cours précédent. Je vous ai parlé de ce papier où il montre que l'effet de la concurrence chinoise sur les industries européennes concurrencées par les Chinois a été en fait positif sur la croissance parce que ça a été un effet de j'ai de la concurrence, donc je fais plus pour échapper à la concurrence. Donc là, à nouveau, il n'est pas rigoureux parce qu'il peut y avoir un effet de découragement de la concurrence, et donc d'éviction, et un effet d'encouragement. Et là, il ne rentre absolument pas dans ce débat-là. Donc vous voyez, c'est là que c'est un petit peu, on dit en anglais wishy-washy, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des arguments, je mets tout là, et sans vraiment discuter, est-ce que c'est un vent contraire, est-ce que c'est pas un vent contraire? Et voilà, bon, voilà, c'est pas du tout... Mais c'est utile parce que c'est un papier très cité, donc c'est important que vous puissiez vous aussi avoir votre opinion et de dire, ben Gordon, voilà ce que j'en pense, etc. Alors il y a l'autre qui est l'énergie, le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les tartes à la crème y passent, elles sont très importantes. Mais réchauffement climatique comme conséquence du développement, donc évidemment, il y a toujours cette idée, comme on a le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles, on va être obligé de réduire la voilure, hein, de croître moins vite, parce qu'il faut éviter il faut limiter le réchauffement climatique, le combattre, et il faut éviter qu'on épuise nos ressources naturelles. Mais à nouveau, alors évidemment, il y a tout le débat sur la taxe carbone, on est en plein dans l'actualité. Le rôle des pays émergents, qui émettent la Chine et l'Inde émettent 2 fois plus de carbone que les États-Unis, qui déjà en émettent beaucoup. Mais si vous voulez, là à nouveau, il n'est pas rigoureux parce qu'on sait très bien qu'on peut être soit dans un monde sans innovation, ou à ce moment-là, si on est pro-environnement, on est malthusien et on sait qu'on doit réduire la vitesse parce que c'est le seul moyen d'empêcher, de lutter contre le réchauffement climatique ou d'empêcher l'épuisement des ressources, c'est de stopper la croissance, tout simplement. Il n'y a pas d'autre moyen. Ou on est dans un monde avec innovation et on sait qu'on a l'innovation verte. Et tout le problème, c'est de diriger l'innovation vers le vert. Et là, à nouveau, il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il aborde les 6 vents contraires, sur chacun de ces choses-là, eh bien, on peut... En fait, c'est des boîtes noires et ils ne discutent pas beaucoup. Tu vois, ça fait un petit peu café du commerce, quoi, cette partie. Voilà. Mais parce qu'il ne va pas au fond des choses, il n'essaye pas de rentrer dans le voilà. L'endettement, alors évidemment l'endettement des ménages et du gouvernement américain, des ménages de presque 100% du PIB avant la crise, reste élevé maintenant, autour de 80%. La dette publique a explosé. Pour réduire l'endettement public, il faut davantage d'impôts, des dépenses publiques plus faibles, risque négatif sur la croissance. Donc voilà, mais à nouveau, voilà, donc là c'est une histoire plus basée sur la demande, c'est-à-dire que je dois réduire les déficits, donc je dois faire des contractions, et comme j'ai ce problème durablement, c'est vrai, oui, en même temps que Blanchard nous a dit l'autre jour, nous a expliqué, j'en ai parlé, qu'en tout cas ça fait un certain nombre d'années que le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance de la productivité. Donc ça vous permet de faire des choses. Alors combien de temps le taux d'intérêt va rester plus faible que le taux de croissance, c'est une autre... Et puis le tout, c'est de ne pas faire en sorte que le taux de croissance devienne plus faible que le taux d'intérêt. Donc on veut faire des choses sans casser la croissance et sans faire que le taux d'intérêt redevienne beaucoup plus grand que le taux de croissance. Donc si vous voulez, là à nouveau... Voilà, c'est des éléments, c'est donné de manière, voilà, c'est assez journalistique, si vous voulez. On ne va pas dans le fond de chacune de ces sujets mériterait un cours. On pourrait faire un cours au collège sur chacun de ces parties. Voilà. Donc, alors, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il dit, ben voilà, je vais prendre ces vents contraires et je vais enlever petit à petit, voilà la croissance. J'enlève la démographie, j'enlève l'éducation, j'enlève l'inégalité, j'enlève la globalisation, j'enlève l'énergie, j'enlève le problème de la dette. Et une fois que je traite tous ces problèmes-là, voyez, eh bien, j'arrive à 0,2,
qui est le niveau de croissance de la productivité de l'Angleterre entre 1300 et 1700. Donc en gros, c'est de dire, j'ai des vents contraires, une fois que je les ai tous traités, je reviens au taux de croissance de mon arrière-grand-mère, quoi, vous voyez, de mon arrière-arrière-arrière, de avant 1700, voilà. Donc, bon, c'est un petit peu, voilà, c'est là qu'il faut, voilà, voilà. Je voulais en tout cas que vous sachiez ce que c'est. En même temps, il a eu le mérite, Gordon, de mettre la question de la ségrégation séculaire sur le devant de la scène, et c'est quelqu'un qui a fait des contributions très importantes. Il était dans la Boskin Commission pour la mesure de la croissance aux États-Unis, donc c'est quelqu'un voilà, qui a joué un grand rôle pour animer le débat, et puis il aime bien être polémique un petit peu, et c'est vrai que c'est important d'avoir des collègues qui soulèvent le débat et qui traitent de, voilà, qui introduisent des controverses. Voilà. Bon, je vais maintenant passer à la deuxième partie. Alors, il est déjà 20. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Donc, je vais maintenant dire, voilà, donc il y a Gordon. D'accord? Je vais juste vous mentionner très rapidement comment je vois les choses. Donc, il y a cette idée de... C'est évident que Gordon, là où il a raison, c'est qu'il y a... notamment depuis les années 2000, enfin 2002, 2003 aux États-Unis, un déclin de la croissance de la productivité qu'on veut expliquer. Et on veut savoir si, selon l'explication qu'on a, ça va être important pour savoir si c'est inexorable ou pas inexorable. Si c'est quelque chose d'inexorable, ben voilà, on est très pessimiste. Si on s'en aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inexorable, on devient plus optimiste. Donc l'idée, c'est qu'on veut expliquer cette décroissance de la productivité. Depuis 2000, le taux de croissance de la PGF ou du Y sur L aux États-Unis décroît, d'accord? Et on veut comprendre pourquoi. D'accord? Donc, la première chose, c'est la mesure. Alors, je ne vais pas vous garder trop longtemps parce que je vous en ai déjà parlé, mais c'est une manière de récapituler un peu et de rafraîchir votre mémoire. C'est de dire, ben, peut-être que, eh bien, on ne sait pas mesurer le PIB, quoi. Voilà. Donc, j'en ai parlé précédemment. Comment tenir compte dans la comptabilité nationale de ces contenus qui améliorent la qualité de vie des individus sans passer par les prix? Wikipédia, accès à un contenu encyclopédique gratuit. Les blogs, ce sont des articles sans coût de publication. YouTube, c'est des vidéos en libre accès. Les réseaux sociaux, question de l'accès à la vie privée comme moyen de paiement. Donc, tout ça, voilà, ça ne rentre pas dans la mesure du PIB. Je vous avais parlé, ça c'est une révision, ça j'avais fait l'an dernier, ce transparent, c'était l'exemple du marché de la photo. On estime le nombre de photos prises dans le monde, c'était de 80 milliards en 2000, ça passe à 1600 milliards de photos en 2015. En parallèle, le coût d'une photo est passé d'environ 50 centimes à presque zéro. D'accord? Donc, et ça, ce n'est pas pris en compte dans la mesure du PIB. L'indice de prix de la photographie tient compte d'éléments matériels, appareils photo, coûts de développement pellicule qui ont disparu. Photos davantage partagées par les réseaux sociaux que vendues, ça devient bien non marchand. Le développement des smartphones, baisse des ventes d'appareils, donc baisse du PIB. Comment tenir compte de cet ajustement de qualité dans les smartphones? Vous voyez, donc là, il y avait tout ce qui était... ça, c'était l'importance d'appareils photo, quoi. Puis ensuite, vous avez le digital, et puis après, vous avez le digital retombe avec les smartphones. Vous voyez, donc ça, c'est la période des appareils photo. Et après, vous avez la période du digital, et après, vous avez le digital qui retombe avec les smartphones. Vous voyez, on voit comment c'est vague. Seulement, c'est de moins... Ça, c'était très bien mesuré dans le PIB. Ça, c'est un peu moins bien, et ça, c'est très, très mal mesuré dans le PIB. Vous voyez, donc voilà. Et vous voyez, par exemple, le coût par habitant pour mesurer, ben, par exemple, en 90, ça, c'était le coût d'acheter la pellicule, le coût de développer, et puis ça faisait un total, d'accord? C'était quoi? C'est une moyenne annuelle par ménage, hein, c'est ça? Et vous voyez, ça passe de 45 à 5, quoi. Maintenant, à 2014, vous voyez, il n'y a plus de films. Bon, c'est un coût négligeable. Et pourtant, ces gains, et pourtant, les consommateurs jouissent du fait de prendre des photos. Mais ce gain n'est pas pris en compte dans l'évolution mesurée du PIB, d'accord? Donc ça, il y a l'aspect mesure. Ça, c'est évident que ça joue un rôle, d'accord? Voilà, un smartphone peut être un substitut au moins partiel à un appareil photo, à un GPS, aussi une caméra vidéo, un e-book, un lecteur audio, une carte, un réveil, un navigateur Internet, une calculatrice. Pourtant, l'intégration de tous ces éléments dans les smartphones a conduit à une baisse du PIB mesuré en raison de la difficulté à mesurer les gains de qualité des smartphones. Voilà.
Donc, alors, il y avait tout ce que j'avais fait sur les puces électroniques, comment on observe l'augmentation de qualité de puces électroniques. Et en fait, si vous voulez, là, une puce électronique, c'est constitué de transistors. Plus elle contient de transistors, plus grand est le nombre d'opérations que la puce peut effectuer à la seconde. Le premier microprocesseur inventé en 1971 par Intel était constitué de 2300 transistors. Et vous voyez, il y a la fameuse loi de Moore, le nombre de transistors inclus dans un microprocesseur sur une puce double tous les 2 ans, plus ou moins. Voyez, donc on a l'impression que c'est un taux de croissance qui est constant. Voyez, et c'est intéressant parce que, par ailleurs, on peut mesurer, la performance des puces de 2 façons. On peut la mesurer par le nombre d'opérations effectuées à la seconde par la puce, qui est directement relié au nombre de transistors sur la puce, c'est l'indicateur historique. Mais il y a un autre indicateur qui est basé sur la réalisation de tâches représentatives des besoins des utilisateurs, qui prend en compte le type d'innovation récente. C'est un indicateur de performance. Or, on arrive à mesurer le premier, on n'arrive pas à mesurer le deuxième. On essaie de déduire le deuxième. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'indicateur historique se met, alors il augmente, mais l'indicateur historique, il se met à stagner à partir du moment où il y a stagnation du nombre de transistors, alors que l'indicateur de qualité, il continue d'augmenter bien qu'il y ait stabilisation du nombre de transistors. Voyez. Mais ça, alors on n'arrive pas du tout à le mesurer. Voyez. Ça c'est quelque chose de très dur à mesurer. On ne mesure pas cette augmentation de qualité-là. Et puis, il y avait la dernière chose que j'avais mentionnée, mais ça, je voulais le mentionner 10 000 fois, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que, en gros, dans les secteurs, aux États-Unis ou n'importe où il y a plus de destruction créatrice, plus de remplacement d'anciens jobs par de nouveaux jobs, d'anciens produits par de nouveaux produits, eh bien, la corrélation entre le taux d'innovation et le taux de croissance de la productivité est de plus en plus faible. C'est-à-dire que l'innovation, on n'arrive pas de moins en moins bien à mesurer l'apport de l'innovation dans la croissance de la productivité, dans des secteurs où il y a beaucoup de nouvelles, vous voyez, où le taux de turnover, ou le taux de remplacement d'anciennes firmes par de nouvelles firmes, ou d'anciens emplois est plus grand. Je vous l'ai fait beaucoup de fois, mais c'est de la révision. Je vous ai dit l'histoire de la bouteille. Hein, ma bouteille, je sais mesurer, si c'est la même bouteille hier ou aujourd'hui que le prix augmente, c'est purement de l'inflation. Maintenant, je change le bouchon et je mets un bouchon un peu plus joli, et je vois que le prix augmente, je peux dire plus ou moins ça c'est l'inflation, ça c'est la partie bouchon, mais si je remplace ça par ça, je n'ai aucune idée, quoi. Je ne sais pas faire. Et donc, ce que font les instituts de statistiques, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent de l'imputation, hein, ou de l'extrapolation, c'est-à-dire qu'ils disent pour chaque catégorie de biens, il y a ceux qui étaient là hier et aujourd'hui. Donc, pour cela, je peux mesurer, je peux calculer un taux d'inflation, mais il y a ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Et à ce moment-là, je vais supposer que le taux d'inflation pour toute cette catégorie de biens est égal au taux d'inflation moyen en me restreignant aux biens qui existaient hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que je me base sur les biens qui continuent et j'extrapole et je dis, je suppose que c'est le taux d'inflation pour toute la catégorie. Et en faisant ça, évidemment, je surestime l'inflation et je sous-estime l'augmentation de qualité des produits parce que typiquement, les nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, ils ont une amélioration de qualité très grande que je ne prends pas en compte quand je fais ça. Vous voyez, si je les traite comme les produits qui continuent. Donc, par exemple, je vous avais donné cet exemple de dire, voilà, supposez qu'il y ait 100% de produits, 80%, c'est comme ma bouteille où je n'ai pas changé le bouchon, il y a 4% d'inflation entre hier et aujourd'hui, 10% des biens, c'est comme la bouteille où je change le bouchon. Donc là, là, je sais mesurer, là, j'arrive à mesurer l'inflation, je dis elle est de -6 parce que je regarde les prix pondérés par la qualité, donc l'inflation pondérée par la qualité est de -6. Et puis, il y a 10% de produits qui sont comme la bouteille qui est remplacée par ça. Et là, je ne sais rien du tout. Là, je les ignore. Vous voyez, l'Institut de statistique les ignore. Mais dans la réalité, supposons que c'est responsable de moins 6% d'inflation. Et supposons que le taux d'inflation est de 2% pour le total et que la croissance, que l'inflation, la vraie inflation pour l'économie dans son ensemble, c'est de 2 et que la vraie croissance réelle est de 2. Donc la croissance nominale, c'est 2 plus 2 qui est 4. Seulement moi, je vais mal calculer le taux d'inflation. Je vais en fait ignorer ces biens-là. Je vais dire 80 sur 80 plus 10, c'est d'ailleurs 8/9, c'est 4% d'inflation. 10 sur 80 plus 10, c'est moins 6%. Je vais ignorer cela et je vais calculer du coup un taux d'inflation à 2,9.
Mais comme je sais que la croissance nominale du PIB nominal est à 4, je fais 4 moins 2,9 et j'obtiens 1,1 qui est la croissance réelle que je mesure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai surestimé l'inflation, donc j'ai sous-estimé la croissance réelle, la croissance de qualité réelle de mon produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme la vraie croissance était de 2 et que moi je l'ai estimée à 1,1, eh bien j'ai raté 0,9. D'accord? Ça, c'est très important, parce que regardez, en fait, on a montré que pour l'économie américaine, eh bien voilà les chiffres d'inflation uniquement dus à ça. Il y a d'autres sources, comme je vous ai dit, les smartphones et tout ça. Je n'inclus pas les smartphones là. Je regarde juste ce que je loupe, ce que je manque à cause du fait que je ne prends pas en compte la destruction créatrice comme il faut. Et vous voyez qu'en moyenne, par an, sur la période 83-2013, c'est 0,64 pour les États-Unis. Vous voyez, c'était un peu plus élevé récemment. Et vous voyez qu'à chaque fois, évidemment, la vraie croissance de la productivité est au-dessus de la croissance mesurée. Donc c'est vrai que quelque part, je ne mesure pas la croissance, je sous-estime la croissance. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'en gros, la croissance, disons, si je regarde la croissance du PIB par tête aux États-Unis, elle a augmenté au niveau jusqu'aux débuts des années 2000, et après, elle s'est mise à baisser, vous voyez? Eh bien, en gros, on est au-dessus, quoi. Et on est un petit peu au-dessous, parce que c'est vrai que la croissance, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la croissance, la partie manquante, a augmenté au cours du temps. La croissance mesurée a baissé, et la partie manquante a augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du déclin qui est due au problème de mesure. À peu près 10% du déclin observé est dû au fait que je n'ai pas mesuré comme il fallait. Mais c'est 10%. Il me reste 90% du déclin à expliquer. D'accord ? Donc je dois expliquer maintenant 90% du déclin. Ça explique un peu. Moi, j'espérais, quand j'ai fait cette recherche, pour montrer ma démarche de chercheur, j'espérais que j'aurais beaucoup plus que 10% qui soit expliqué. Ceci dit, j'étais bien content de dire que la croissance, elle est quand même très au-dessus de la vraie croissance, de la croissance mesurée aux États-Unis, et pareil en France. Donc c'est déjà ça, c'est intéressant. Mais j'espérais expliquer plus du déclin, vous voyez. On voit quand même que la croissance totale, même quand j'ai intégré la croissance manquante, elle décline. Vous voyez, entre 96-2005 et 2006-2013, il y a quand même un déclin très important du taux de croissance. Même une fois que j'ai intégré, un petit peu moins que quand je ne l'ai pas intégré, mais quand même. Donc je veux expliquer la différence entre ça et ça, quoi. Et ça, ce n'est pas la mesure, c'est autre chose. Et je vais maintenant vers le autre chose. Vous êtes toujours vivant, là? Je vous ai toujours... C'est bon? Ça va? Vous êtes formidable. Bon, eh bien, on y va, alors. On y va. Alors, on a 3 parties. Donc, maintenant, on va essayer d'expliquer. Je vais vous donner 3 explications. Alors, je vais d'abord commencer par une explication. Et... alors, il faut que j'arrive là. Voilà. Alors, diaporama... Alors ça, c'est des collègues qui sont à... Alors Nick Bloom, il était mon étudiant, il est maintenant à Stanford. C'est lui qui a fait tous les trucs, vous savez, je vous en ai parlé sur les management practices, vous savez, les pratiques de management, et qui a fait ces fantastiques surveys au niveau mondial, en regardant plein d'entreprises dans tous les pays du monde. Il a fait ça avec Van Reenen. Mais là, ils se sont mis avec Chad Jones. Quand j'avais fait l'intelligence artificielle, déjà, moi j'avais travaillé avec lui, et Michael Webb. Et donc voilà, donc, est-ce que les idées... Alors eux disent que les idées sont de plus en plus dures à avoir. Donc ils vont un peu dans le sens Gordon, en fait. Vous voyez? Donc je vais regarder un peu leur raisonnement, d'accord? Donc je commence. Alors, donc l'idée de base de ce papier, c'est de dire que la croissance économique, je sais que ça dépend du nombre de chercheurs. Hein, quand je fais mes modèles de croissance endogène, je dis la croissance, le taux de croissance, il dépend... Le taux de croissance G, le taux de croissance de la productivité, c'est le taux de croissance du A, si vous voulez, ou du Y sur L. Hein, le taux de croissance de la productivité, voilà. C'est une fonction, je vous en veux un, il dépend de la productivité de la recherche et du nombre de chercheurs. Donc du nombre de chercheurs, vous voyez, et la productivité de la recherche. Et la productivité, je ne sais pas, je vais lui donner un nom, lambda, ça vous fait peur si je mets une lettre grecque? Vous savez, quelqu'un disait que si on donnait 5 euros, c'est le L grec, si on donnait 5 centimes à la Grèce chaque fois qu'on utilise une lettre grecque, on résout le problème de la dette grecque, quoi. Largement. Donc, donnez 5 centimes.
pour la Grèce. Voilà. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, le taux de croissance de la productivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai plus de chercheurs, par exemple, je veux découvrir le vaccin, je veux découvrir les remèdes contre telle ou telle maladie. Si je mets plus de chercheurs, j'ai plus de chances d'y arriver. Mais si j'ai les mêmes chercheurs qui deviennent plus productifs, j'ai plus de chances d'y arriver également. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La productivité, si vous voulez, du chercheur, c'est la productivité. Je peux même le mettre comme ça, si vous voulez. Je ne vais pas le mettre avec un F. Je vais même le mettre comme ça. Regardez. On va le mettre, allez, je vais le faire simple. Voilà. D'accord? Le nombre de chercheurs, et là, c'est la productivité de la recherche. Productivité de la recherche. C'est-à-dire, en gros, la productivité de la recherche, c'est pour tout chercheur supplémentaire, de combien j'augmente le taux de croissance. D'accord? De combien j'augmente l'innovation. Donc, si j'ai une recherche très productive, un chercheur de plus, boum, ça fait beaucoup plus d'innovation, vous voyez. Mais si j'ai un truc qui marche, un lab qui ne marche pas du tout, je peux mettre 10 chercheurs, il ne se passe rien, ils regardent leur montre, voilà. Hein. Là, aucun mauvais esprit, hein, là. Je ne vise personne, voilà. Bon, alors maintenant, comme j'ai fait une blague, voilà, je suis... alors, la croissance économique est la conséquence de la création d'idées. Donc là, vous avez la productivité de la recherche et le nombre de chercheurs, d'accord? Et en gros, c'est ça le truc important. Et en gros, l'idée, c'est de dire, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, leur argument, c'est de dire, si on regarde le taux de croissance de la productivité aux États-Unis, il est resté globalement constant, quoi, autour de 2% depuis très longtemps. Et pourtant, le nombre de chercheurs a augmenté. Donc, c'est que forcément, la croissance de la productivité, la productivité de la recherche a baissé. Et ils essaient de comprendre pourquoi, de manière détaillée. D'accord? C'est ça la vision. Donc, c'est cette vision que c'est de plus en plus dur à trouver. C'est de plus en plus dur d'innover. Vous voyez, c'est un peu dans l'esprit Gordon, quand même. D'accord? Et en gros, mais la différence avec Gordon, c'est que Gordon pense que la croissance va baisser. Lui, il est un petit peu moins pessimiste. Il te dit, c'est vrai qu'on devient de moins en moins bon, mais il y a toujours l'idée de l'arbre fruitier quelque part. Mais on peut augmenter le nombre de gens qui deviennent chercheurs pour compenser la baisse de productivité sur la recherche. D'accord? Par le nombre. D'accord? Donc on va regarder en détail. Ça va? Je ne suis pas trop vite? C'est pas trop vite? Un peu vite. Alors, donc voilà. Donc comment il fait? Alors, l'effet empirique, c'est qu'il voit que, en gros, voilà, la croissance de la productivité, ça c'est la croissance de la PGF, du A, si vous voulez, d'ailleurs je les ai effacés, c'est la croissance du A qui est là. Aux États-Unis, c'est un petit peu déclinant, ça décline un peu, bien, on sait que ça décline récemment, mais en gros, c'est assez constant, bien que ça décline un peu, d'accord? J'étais toujours autour de 2, 1,7, 1,6, vous voyez? Donc, voilà, mais ce n'est pas horriblement déclinant, mais c'est un peu déclinant. Et il dit, mais voilà, mais le nombre de chercheurs aux États-Unis a augmenté depuis les années 30. Donc, vous voyez, on est de moins en moins bon, parce qu'on soutient un taux de croissance qui lui, est constant ou décline même, alors qu'on augmente le nombre de chercheurs. D'accord? Voilà. Alors, les auteurs définissent la productivité de la recherche donc comme le rapport entre le G, qui est la croissance de la productivité globale des facteurs, et les dépenses en R&D, ou le nombre de chercheurs plus généralement. Enfin, les dépenses en R&D plus généralement. Donc, on observe bien une nette baisse de la productivité, ça, ils l'observent, et une hausse du nombre de chercheurs. Donc, ça, ils regardent, eux, disons, le ratio de la productivité, de la croissance de la productivité globale des facteurs divisé par les dépenses de R&D plus généralement, pas juste le nombre de chercheurs. Ils voient que ça baisse au cours du temps, alors que le nombre de chercheurs, lui, augmente au cours du temps. D'accord? Alors, ils vont aller regarder, ça c'est une observation générale. Ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils vont dans des secteurs particuliers. D'accord? Et ils vont dans des secteurs particuliers, et ils regardent l'informatique, l'agriculture et la médecine. Alors, on va regarder agriculture, on va les regarder tous les trois. Alors, on commence par l'informatique, mais alors là, je vous ramène, vous voyez le transparent d'avant, la fameuse loi de Moore, hein, donc je la remets, mais je la remets pour faire autre chose que ce que je regardais tout à l'heure. La loi de Moore, c'est donc le nombre de transistors, sur une puce, là il y a un petit typo, le nombre de transistors sur une puce de silicone double tous les 2 ans. Cette augmentation permet d'améliorer la performance des ordinateurs. Donc il dit en gros, qu'est-ce que vous voyez? C'est que le taux de croissance là a été constant. Alors c'est vrai qu'eux n'ont pas regardé la mesure,
ils n'ont pas lu l'article de Sichel qui aurait montré qu'il y a eu une amélioration de la qualité, quoi. Donc ça va un peu contre eux. Puisque Sichel vous dit, ça ne suffit pas. Il faut voir qu'aussi la qualité s'est améliorée. Ça, ils ne le prennent pas en compte. Petite critique à ce qu'ils ont fait. Comme vous connaissez, vous êtes capable de dire, oui, mais attention, il y avait mon indice de qualité qui, lui, m'augmentait. Donc ça, ils ne le prennent pas en compte. D'accord? Vous voyez, vous pouvez vous-même faire le travail que je fais là. Alors, le doublement correspond à un taux de croissance constant de 35% par an. C'est la productivité de la recherche en informatique. Donc, il trouve toujours, ça c'est de combien, vous voyez, on augmente, voyez, c'est de combien on augmente le nombre de transistors, voyez. Donc, il dit, bah, voyez, on l'augmente et c'est de 35% par an. Alors, par contre, le nombre de chercheurs dans l'informatique a augmenté. Donc, il regarde les effectifs de recherche dans les grandes entreprises du secteur des semi-conducteurs, Intel, Fairchild, Semiconductor National, Texas Instruments, Motorola, etc. Et il voit que les effectifs augmentent beaucoup, alors qu'on reste sur la loi de Moore. Mais à nouveau, ils n'ont regardé que la loi de Moore, pas l'amélioration de qualité qu'on avait vue tout à l'heure. D'accord? Donc, ils disent, vous voyez, là, on voit bien dans ce secteur particulier, on est de moins en moins bon, puisqu'on augmente les effectifs, mais on n'arrive jamais à faire plus que doubler le nombre de transistors, etc. Hein, tous les, je ne sais plus combien. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit là? On les double tous les... Oui, tous les 2 ans. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, il dit, voilà, bah, regardons un autre secteur qui est l'agriculture. Donc l'agriculture, et donc il a bien montré qu'à chaque fois, on a bien augmenté le nombre de chercheurs, on a fait la recherche, la croissance dans la croissance de la productivité dans le secteur informatique est restée constante, donc forcément la productivité de la recherche a baissé. Alors maintenant, il regarde l'agriculture. Les rendements ont progressé depuis le milieu du XXe siècle dans la plupart des cultures, mais les rendements ont souvent été constants. Ils ont augmenté de manière constante, voilà. C'est ça qu'on veut dire. C'est là que les rendements ont augmenté de manière constante. Vous voyez, c'est là le taux de croissance des rendements. Vous voyez, les rendements augmentent, mais ils augmentent avec une pente constante. Vous voyez, les rendements sont là. Et les rendements, vous voyez, c'est une pente, à peu près, on pourrait presque tracer une droite là-dessus, vous voyez? D'accord? Donc, voilà. Mais par contre, donc, si on regarde maintenant, là, c'est les rendements et la pente de cette courbe, c'est la croissance des rendements. Ici, on représente la croissance des rendements et on voit que c'est à peu près constant, légèrement décroissant. Là, on le représente pour le blé, pour le maïs, pour le soybean, pour le coton, pour le blé, etc. Donc, on le représente, et à chaque fois, on voit que la courbe en bleu, ça ne décolle jamais, quoi. Vous voyez, les rendements, la croissance des rendements n'augmente pas, quoi. Par contre, il regarde le nombre de chercheurs spécialisés dans l'efficacité des semences et ou la protection des cultures, et on voit que c'est toujours des courbes qui sont croissantes, vous voyez. Donc, à nouveau, dans l'agriculture, ils disent, ben voilà, les gens qui sont spécialisés, les chercheurs spécialisés dans l'efficacité des semences, etc., lui a augmenté, mais on voit que le taux de croissance des rendements, lui, ne décolle pas, quoi. Lui, il reste ou constant ou même légèrement décroissant. Donc, agriculture, un autre domaine où ça devient de plus en plus dur à innover. C'est ça leur idée, c'est que ça devient de plus en plus dur à innover et que donc pour maintenir un taux constant de croissance de la productivité, il faut de plus en plus de ressources dans la R&D ou de plus en plus de chercheurs. La médecine maintenant. Alors là, je sais que j'ai des médecins dans la salle, donc là, je marche sur des œufs, là. Alors là, c'est intéressant, c'est qu'on regarde la croissance du nombre de molécules approuvées par la Food and Drug Administration. Et là, on regarde la croissance, et la croissance, elle décroît. Voilà, vous voyez, ça c'est la croissance, j'imagine que c'est les États-Unis seulement, et donc cette croissance décroît, d'accord? Et par contre, les effectifs obtenus à partir des dépenses de R&D des compagnies pharmaceutiques, eh bien, les effectifs de chercheurs dans l'industrie, dans le pharmaceutique, elles ne cessent d'augmenter. Et pourtant, voilà, donc si vous voulez, en gros, voilà, on a une research productivity qui baisse et un nombre de chercheurs qui augmente. Même chose. Alors je continue, on peut regarder une autre manière de voir la chose, on peut regarder des maladies particulières, par exemple le cancer. La productivité de la recherche, on peut la regarder par le nombre d'années de vie sauvées pour 1000 personnes qui travaillent, vous voyez, et donc nombre d'années sauvées pour 1000 personnes tout court. Donc on voit que en fait, si vous voulez, le nombre d'années, donc ça je crois que ça doit être...
le nombre d'années supplémentaires, je pense. C'est ça qui ça doit être. Et en fait, on voit qu'il y a chaque année, on gagne des années, hein, mais on en gagne de moins en moins. C'est ça que ça veut dire, la partie gauche. Hein, c'est là. Tandis que la partie droite, c'est le nombre de publications ou le nombre d'essais cliniques. Donc le nombre d'essais cliniques, le nombre de publications, lui, il augmente. Ça reflète l'input en recherche, mais quelque part, le résultat, la mortalité, disons qu'il y a, si vous voulez, il y a décroissance de la mortalité, mais si vous voulez, elle se fait à un rythme qui ne correspond pas à l'augmentation des effectifs qui travaillent dans ce secteur. Voilà. Donc c'est intéressant, ou de l'effort de recherche. Donc il dit, voilà, ça devient de plus en plus dur, voyez, d'avoir des résultats quand on investit davantage de R&D dans ce domaine. Voilà. Donc, alors après, il regarde au niveau des entreprises. Donc là, il a regardé 3 secteurs, informatique, agriculture, médecine. Et puis ensuite, eh bien, on regarde globalement. Et alors là, qu'est-ce que la courbe, le bleu, ça c'est des distributions. Et c'est des distributions de, en fait, si vous voulez, le rouge, c'est les distributions entre secteurs, si vous voulez, l'évolution sur 20 ans vous voyez, ce qui est en rouge, c'est productivité, moyenne décennale de la croissance annuelle du chiffre d'affaires, de la capitalisation boursière, de l'emploi au sein de chaque entreprise. Donc on a un échantillon d'entreprises. Il y a des entreprises qui augmentent beaucoup, beaucoup la productivité, des entreprises qui l'augmentent moins. On a une distribution de l'augmentation des productivités sur ce échantillon d'entreprises. Et puis on regarde à gauche, on regarde les dépenses, donc je regarde, donc ça c'est la productivité, c'est à gauche, c'est le bleu, vous voyez. Et vous voyez, ça c'est la distribution des dépenses de R&D. Et vous voyez, on centre tout à 1, vous voyez, et vous voyez que la distribution pour la productivité, elle est centrée à la gauche de 1, tandis que la distribution pour les dépenses de R&D, elle est centrée à la droite de 1. Donc, vous voyez, on tend à, si vous voulez, ça veut dire qu'au cours du temps, la productivité s'est déplacée vers la gauche, parce que c'est une évolution de la productivité. Donc, la courbe des productivités, c'est la distribution des productivités s'est déplacée vers la gauche, alors que la distribution des dépenses de R&D, elle s'est déplacée vers la droite par rapport à un indice 1 qui était l'indice de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur 20 ans. Donc, si vous voulez, vous êtes à 1 en 20 ans et vous vous déplacez, vous voyez, à la droite de 1, disons mettons que tout soit centré à 1 au départ. Hein, mettons que l'idée, c'est que les deux distributions sont centrées à 1. On fait tout pour qu'elles soient centrées à 1 au départ. Et bien, par rapport à ça, par rapport à une distribution de productivité qui serait comme ça, une distribution de dépenses de R&D comme ça, et bien, la distribution de productivité, de dépenses de R&D s'est déplacée vers la droite. On tend à dépenser plus en R&D qu'avant. Et la distribution des gains de productivité, elle, s'est déplacée vers la gauche. Voilà. Donc voilà, un petit peu c'est une autre manière de voir qu'il y a eu... mais ça, au lieu de regarder pour l'économie dans son ensemble, au niveau agrégé, on l'a fait en partant des données d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? On a regardé les entreprises, on a regardé les distributions au niveau des entreprises, et on voit que, si vous voulez, eh bien, on le voit, vous voyez, en désagrégeant, que, en fait, du point de vue de productivité, eh bien, la productivité de la recherche a décru. Alors, pas de la même manière partout, puisqu'il y a des entreprises qui restent encore qui ont une productivité de la recherche très importante et d'autres pas, mais la distribution des productivités de la recherche au des entreprises, elle s'est déplacée vers la gauche, alors que la distribution des augmentations de dépenses de R&D, elle s'est déplacée vers la droite. Voyez. C'est la même chose, mais faite au niveau vous voyez, en désagrégeant. Voilà. Hein, d'accord ? Voilà, alors moi j'ai des questions par rapport à ça, mais je ne vais pas vous embêter. C'est-à-dire que je pense que c'est vrai que sur chaque ligne particulière, il y a des rendements décroissants. Mais on va traduire toutes ces slides en français. Mais est-ce qu'on doit identifier une ligne avec une technologie particulière ou avec une séquence de technologies? Par exemple, les photos. Eh bien, il y a eu une succession de vagues qui ont augmenté le surplus du consommateur. On est passé de la photographie comme on l'avait avant, avec la digitale, et puis après au smartphone, dont une des fonctions, c'est les photographies. Je veux dire, donc déjà, une ligne, ce n'est pas une seule technologie, c'est une séquence de technologies. Alors, c'est vrai que Kodak a eu des rendements décroissants, mais après, il y a eu le digital et le smartphone. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils restent dans une technologie. C'est vrai qu'il y a toujours des rendements décroissants à une technologie, mais après, il y a d'autres choses qui viennent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'eux manquent dans leur analyse. Vous
voyez, donc par exemple, mes copains avec Sigitker montrent que chaque nouvelle vague d'innovation, il y a une avance importante avec des innovations secondaires. Donc à chaque fois, vous avez une vague, et puis qui a une taille d'innovation très importante, et puis chaque vague amène plein d'innovations secondaires. Mais après, vous avez une nouvelle vague qui amène des innovations secondaires. Et voyez, et c'est ça que... Et quelque part, ça, ce n'est pas comptabilisé, voyez, par l'analyse que j'ai montrée tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est ça aussi une chose qui ne prête pas en compte, c'est que la recherche qui s'est intéressée aux semi-conducteurs, elle a d'autres dimensions que celle de la densité des transistors. On a additionné des entrées nouvelles sur les chips. On a mis les chips moins chers. On a ajouté plein d'options. Si vous voulez, c'est-à-dire que la variété des produits a augmenté, et c'est ça qu'eux ne prennent pas en compte. C'est-à-dire que quelque part, c'est vrai que sur chaque technologie particulière, on a des rendements décroissants, mais on augmente la variété de ce qui se fait. Vous voyez, le smartphone, il fait de la photo, mais il fait plein d'autres choses que de la photo. Donc on ne peut pas juste dire le smartphone par rapport à Kodak, vous voyez ce que je veux dire. Il fait plein d'autres choses qui n'étaient pas faites avant du tout. Et ça n'est pas pris en compte par eux. Vous voyez, c'est ça le problème de... Et c'est un peu le problème de Gordon, c'est qu'il ne voit pas toutes les lignes nouvelles qui peuvent être créées, quoi, que la variété augmente. Il devrait, quelque part, quand il calcule la productivité de la recherche, l'effort de recherche devrait être déflaté par une mesure de la variété des produits qui, elle, augmente. Et s'il faisait ça, il ne trouverait plus la décroissance de la productivité de la recherche qu'il trouve. Voyez. Donc ça, c'est une des critiques que je leur ai faites, qu'ils ont acceptées. J'ai discuté leur papier aux États-Unis l'année dernière, et je pense qu'ils ont pris en compte cette critique. Voilà. Et alors, il y a une dernière chose, et après je termine, parce que il est déjà 3. On observe une apparente décroissance des rendements à la R&D. Mais est-ce que c'est purement technologique? Et là, il y a autre chose, c'est qu'une partie de la R&D est souvent utilisée à des fins de barrière à l'entrée. Sous couvert de faire de la R&D, eh bien, on met des barrières à l'entrée. Voilà, de différentes façons. John Sutton, qui est un économiste de la London School of Economics, a beaucoup travaillé sur ça, puis d'autres depuis. Il y a aussi ce qu'on appelle des innovations défensives, des brevets défensifs pour empêcher simplement l'entrée. D'accord? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les firmes plus grandes, elles tendent à breveter moins et à faire plus de lobbying. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et ça, c'est un truc que je vous avais montré déjà l'an dernier. C'est un papier récent sur l'économie politique de l'innovation en Italie. Et on montre de manière très intéressante, c'était fait par Aksigit et des co-auteurs, et qui montre qu'en fait, ce qu'on regarde, donc là, on regarde en fait, quand on est à gauche, c'est le market rank, c'est-à-dire qu'ici, on a des firmes qui sont le numéro 1 en Italie en point de vue point de vue part de marché. Donc là, vous avez les firmes qui ont les plus grandes parts de marché, et à mesure qu'on se déplace vers la droite, c'est des firmes qui sont de moins en moins bien classées en termes de parts de marché. Et on regarde deux choses. Ici, on regarde le nombre de politiciens qui sont employés par la firme. Vous voyez, ils emploient des politiciens. Non, c'est une économie qui marche, c'est intéressant l'Italie. Peut-être que cela, c'est un problème de mesure du PIB aussi, peut-être qu'ils ont une croissance fantastique. Alors, les brevets, et ça, c'est le nombre de brevets divisé par la taille de la firme, mesuré par la force de travail dans la firme. Donc ça, c'est une mesure de brevet corrigée par la taille de la firme. Donc ça, c'est le brevet. Et alors, brevet, c'est les carrés, et les politiciens, c'est les politiciens divisé par la taille de la firme, c'est les triangles. Et vous voyez, c'est intéressant, quand vous êtes un market leader en Italie, il n'y a pratiquement plus, il y a pratiquement plus de brevets, tout passe dans les politiciens, quoi. Et par contre, quand vous êtes nouveau, c'est le contraire. Vous êtes très actif en R&D, et vous êtes moins actif en relation avec les politiciens. Vous voyez. Mais évidemment, il y a un problème, c'est que vous innovez, c'est là l'histoire triste, et on revient au dilemme schumpeterien, c'est-à-dire vous innovez, et puis à ce moment-là, vous grandissez, et à mesure que vous grandissez, eh bien, vous passez de l'innovation à l'investissement dans les connexions politiques. Mais c'est intéressant parce que, quelque part, ça peut être une cause, effectivement, de décroissance des rendements de la recherche, quelque part mesurée, parce qu'en fait, sous couvert de faire de la recherche, peut-être des firmes plus mûres, plus grandes, eh bien, ce qu'elles font, c'est autre chose que vraiment de la recherche. Et donc ça, effectivement, ça va nous ramener à quelque chose dont je parlerai tout à l'heure, qui est l'aspect concurrence, dont je parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc je m'arrête là, je vous donne 5 minutes, et on reprend à 10, parce qu'on a encore un petit peu de travail à faire. Voilà. Voilà, donc conclusion.
Donc voilà une première explication de dire voilà pourquoi on aurait observé le déclin. C'est parce que les idées sont de plus en plus dures à trouver. Et voilà, mais c'est une explication incomplète parce que, à nouveau, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de recherche? Une ligne, ça peut donner lieu à beaucoup d'innovations après, mais c'est sur la variété que ça se passe. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rendements décroissants en termes intensifs, mais des rendements croissants en termes extensifs. Et ça, ce n'est pas pris en compte par cette analyse. Donc voilà, c'est ça qui était un peu c'est vrai que dans chaque chose qu'on fait, on peut avoir des rendements décroissants, mais en même temps, on trouve plein d'applications sur lesquelles, à nouveau, des choses nouvelles redémarrent. Et ça, ils ne prennent pas en compte. Vous voyez, quand ils ont regardé la puce, ou quand ils ont regardé ils ne voient pas que si on fait le smartphone, ça a plein de fonctions, on peut faire plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Et dans ces activités-là, voilà, on a augmenté la variété, quoi, en même temps que... Et donc ça, ce n'est pas pris en compte dans leur mesure de la productivité de la recherche. L'aspect variété et variété qui augmente, voilà. Donc, voilà, donc je pense que ça, c'est à mon avis, des critiques que je fais à cette analyse. Je trouve que c'était séduisant, mais en même temps, voilà un petit peu le problème. Et on a vu en même temps, à la fin, que le pouvoir de marché, c'est quelque chose d'important dans le débat. Et je vais revenir sur l'aspect pouvoir de marché, pouvoir de monopole, tout à l'heure. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette transparence, parce que pour dire, vous voyez, il y a un aspect très important, c'est que quand les firmes deviennent grandes, c'est moins de R&D et c'est plus de pouvoir de marché qu'on garantit en ayant des connexions, en investissant dans toute une série de choses qui vous donnent des connexions et qui vous permettent de garder votre pouvoir de marché. Donc je vais maintenant passer à une autre explication. Et l'autre explication que j'ai, elle est basée en fait, elle est basée sur l'idée de crédit. Donc je vais la faire maintenant. Voilà. Alors je vais depuis diaporama. Voilà. Alors là, l'idée, c'est de dire, en fait, l'idée de base, c'est de dire, bon, donc on part de l'idée qu'il y a eu déclin. Donc voilà, je prends les chiffres de Seth, Leca, Bergeau, et on voit que là, il y a surtout baisse depuis cette époque de la croissance de la productivité. Donc là, c'est le Y sur L ici qu'on regarde. Voilà, on regarde ça pour les États-Unis, on regarde ça pour la zone euro. Évidemment, la zone euro, c'est un peu plus grand, mais ça baisse, d'accord. On regarde ça pour le Japon, on regarde ça pour vous voyez, tous les pays développés, montrent une décroissance du taux de croissance de la productivité. C'est toujours là, je regarde la productivité du Y sur L, mais j'aurais pu regarder la productivité de la productivité globale des facteurs. Donc voilà, donc on voit ce ralentissement. Et donc on a dit qu'il y avait des candidats. L'un, c'était la mesure, donc j'ai parlé tout à l'heure. L'un, c'est les idées plus dures à avoir, dont je viens de parler. Et là, je veux parler d'une autre explication. Et l'autre explication dont je veux parler, qui est basée sur un travail joint avec Bergeau, Seth, Leca, justement, et Hélène Manguin, qui est basée sur la chose suivante. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a observé dans la période récente une décroissance des taux d'intérêt, du coût du crédit. Et l'idée, c'est de dire cette décroissance du coût du crédit, c'est bien pour une firme en particulier parce qu'elle peut financer des dépenses de R&D plus facilement et croître plus facilement, mais ça a un mauvais effet, c'est qu'en fait, vous voyez, la croissance par l'innovation, c'est la destruction créatrice. C'est ça qui est très important. Et quand vous empêchez, qu'est-ce que fait le relâchement de la contrainte de crédit? Ce que fait le relâchement de la contrainte de crédit, c'est qu'elle réduit l'exit. Vous voyez, la destruction créatrice, pour avoir de la destruction créatrice, il faut de l'entrée de nouvelles firmes, et il faut de la sortie de l'exit ou de la liquidation d'entreprises existantes. Alors je ne dis pas qu'il faut liquider, mais
d'entreprise ou d'activité existante. Ça peut être une branche, ça peut être voilà, des activités d'entreprise. Donc, en gros, c'est ça, ou de nouvelles firmes ou de nouveaux jobs et d'anciens jobs qui disparaissent. Donc, en gros, on sait que, en fait, il y a, dans les pays développés notamment, un lien très fort entre croissance par l'innovation et destruction créatrice. Voilà. Et un petit peu, moi, ma divergence avec Romer, qui a eu le prix Nobel cette année, c'est que chez lui, il n'y a pas du tout la destruction créatrice. Moi, je pense que c'est absolument fondamental. On ne peut pas comprendre la croissance par l'innovation si on n'inclut pas l'aspect... On ne peut pas rendre compte du lien entre croissance et dynamique des entreprises si on ne met pas au cœur la destruction créatrice. Ça, c'est vraiment ma grande divergence avec lui, d'accord ? Voilà. Donc, si vous voulez, l'idée là, c'est de dire la décroissance des taux d'intérêt. Eh bien, c'est vrai qu'elle peut permettre, vous, personnellement, peut-être vous avez plus, c'est plus facile pour vous d'emprunter et pour faire différentes choses, notamment pour investir en R&D et vous améliorer. Mais le problème, c'est que si je relâche le crédit, le coût du crédit, eh bien, je permets à des firmes inefficaces de rester dans le marché. Vous voyez ? Je permets à des gens qui ne sont pas du tout efficaces de rester. Même peut-être de financer des coûts de barrière à l'entrée, vous voyez, par exemple. Et donc, ça inhibe la sortie et ça empêche l'entrée. C'est-à-dire que je ralentis la dynamique des entreprises. Alors, dans des périodes de grande récession, c'est évident que je ne vais pas commencer à dire augmenter les taux d'intérêt parce que vous allez ralentir, ça serait une absurdité. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes en période de crise ou de récession, je suis à fond Draghi, quoi. Je réduis, je fais du quantity easing, je baisse les taux d'intérêt à zéro, je fais tout, quoi, pour évidemment donner de l'oxygène aux entreprises, parce que surtout, on ne veut pas tomber dans une grosse récession. Donc là, c'est évident. Et on veut permettre aux entreprises, parce qu'elles ont un problème de financer, même des entreprises efficaces ne peuvent plus financer leurs coûts de R&D, etc. Mais dans une période, disons, d'expansion, eh bien là, il y a un coût à avoir un taux d'intérêt faible. C'est que le coût, c'est que vous permettez à des firmes qui sont inefficaces de rester sur le marché et ça augmente le coût d'entrée pour d'autres. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours avoir le taux d'intérêt à zéro. C'est pour ça que c'est important d'avoir une politique contracyclique, c'est-à-dire vous baissez les taux d'intérêt en récession. Je ne dis pas que maintenant il faut beaucoup les monter, mais vous tendez à avoir une politique qui réagit au cycle économique. D'accord ? Donc ça, c'est la vision pardon ? L'intérêt d'une banque centrale, exactement. Voilà. Donc c'est ça c'est le... Et donc, voilà. Et donc, il y avait eu des travaux avant faits par mes collègues Acemoglu, Bloom, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, mais c'est vraiment les gens qui ont suivi la voie schumpeterienne. Donc, Acemoglu, alors on ne prononce pas comme ça se prononce Adjemoglu, parce que c'est voilà. Bloom... ah oui, Acemoglu, Aksigit, Bloom, Kerr. C'est toujours Bloom, Kerr. Vous voyez, on retrouve les mêmes toujours. Hein. Voilà. Et donc, ils ont un papier très intéressant sur la politique industrielle. Et dans ce papier, ils disent, voilà, vous voyez, vous avez des entrants et des firmes en place. On peut vouloir mettre en place une politique industrielle pour aider les firmes en place. Et moi, je suis pour la politique industrielle. Bon, il faut la moderniser un peu, pas la faire comme on la faisait il y a 50 ans, mais une politique industrielle moderne, etc. Mais ils disent, le problème de ça, c'est que vous subventionnez des gens en place, et du coup, vous augmentez le coût d'entrée pour des gens qui ne sont pas là. Donc, s'il fallait une politique industrielle, on peut dire, par exemple, je veux aider une ligne de recherche, un secteur, il faut aider tout le monde, y compris les entrants potentiels dans le secteur. Il ne faut pas dire j'aide les gens qui sont là, au détriment de gens qui veulent rentrer. Parce que, par exemple, vous aidez les gens en place, ça rend le crédit plus difficile pour d'autres qui voudraient rentrer, ça devient une barrière. Et à ce moment-là, vous risquez de perdre. Vous perdez d'une main ce que vous donnez de l'autre. D'accord ? Et eux mettent en garde déjà là-dessus. Et c'est intéressant parce que c'est toujours dans l'idée de dire une politique industrielle, elle doit être pro-concurrence. Elle ne doit pas aller contre la concurrence. Donc, c'est l'idée qu'on a défendue, que j'ai défendue ici dans cette salle, avant, à plusieurs reprises. D'accord ? Donc, et là, c'est la même chose. Vous baissez le coût du crédit, c'est bien pour les firmes en place, mais attention, ça peut risquer de faire baisser le taux de croissance au total parce que vous allez aller à l'encontre de ce mouvement de destruction créatrice qui est vraiment au cœur du processus d'innovation. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez un déclin de la croissance de la productivité. Et là, mes collègues Seth et co-auteurs montrent que depuis 1985 et maintenant, eh bien, les taux d'intérêt sur les bons à 10 ans
ont décru à peu près partout dans les pays développés. Donc ils disent c'est intéressant, ce n'est pas une preuve de causalité, mais ils disent c'est intéressant, on voit qu'il y a eu décroissance, une tendance à la décroissance des taux d'intérêt. Elle aurait dû normalement booster la recherche et la croissance. Or, on ne voit pas d'augmentation de la croissance. C'est peu parce qu'il y a des facteurs qui vont à l'encontre, les fameux vents contraires de Gordon, ou j'en sais rien. Mais voilà, donc ça, c'est preuve de rien du tout, ça. Mais il dit c'est intéressant, c'est comme ça qu'on commence. Quand on fait une recherche en économie, il dit tiens, c'est curieux, quoi. Alors, ça n'a pas du tout valeur de quoi que ce soit, de montrer ces deux courbes l'une à côté de l'autre. Mais ça vous donne une motivation, se dire tiens, peut-être qu'il y a un lien entre ces deux choses-là. Peut-être pas, d'accord ? Donc, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est de dire, voilà, on va faire un modèle. Alors, moi, je ne vais pas vous montrer de modèle aujourd'hui, mais on peut avoir un modèle où, si je parle d'un endroit, là, je représente le degré de contrainte financière de l'entreprise, partons d'un degré où j'ai beaucoup de contraintes financières, eh bien, on peut facilement construire un modèle où, si on relâche la contrainte financière, l'effet immédiat, le premier effet, ça va être d'augmenter la croissance de la productivité parce que l'entreprise peut enfin financer des dépenses de R&D qu'elle ne pouvait pas financer avant. Mais au-delà d'un certain point, il se peut que ça aille dans l'autre sens parce que vous allez avoir le facteur qui joue à travers la réallocation, c'est-à-dire qui empêche des gens potentiellement plus efficaces de venir remplacer des gens qui sont en place et qui sont potentiellement moins efficaces. Voyez ? Et ça, c'est l'effet qui n'était pas mis en valeur. Toute la littérature sur finance et croissance ne regarde que cet effet-là. Elle ignore cet effet-là. Et moi, ce que je viens de faire dans un papier récent, et dont je vais vous parler maintenant, c'est de montrer qu'il y a aussi cet effet. Il y a cet effet, mais il y a celui-là. Et il faut prendre en compte les deux. Vous voyez, il y a un effet pervers d'un crédit trop facile. Vous voyez. Voilà. D'accord ? Alors, je ne vais pas en faire trop, je vais simplement vous montrer un petit peu. Donc, les données que l'on regarde là, ce qui est formidable, c'est avec la Banque de France. Donc, je travaille beaucoup avec la Banque de France. On a des données d'une source qui s'appelle FIBEN. C'est une source de données au niveau des firmes qui est construite par la Banque de France et qui est basée sur des documents fiscaux et également, enfin voilà, les balance sheets des firmes. Et on a vraiment de l'information détaillée sur l'activité des firmes, sur leur taille, etc. D'accord ? Et alors, on a par ailleurs, on met ensemble ces données qui sont sur les caractéristiques des entreprises avec des données sur disons, la confiance que le système de crédit a dans les firmes. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on appelle des données de cotation. C'est-à-dire qu'il y a des firmes qui sont bien cotées, c'est-à-dire c'est des firmes fiables. On sait qu'elles vous rembourseront demain. Puis il y a des firmes, on ne sait pas trop si elles vous rembourseront. Elles sont moins bien cotées. Et on mélange les deux bases de données. D'accord ? Alors, le système de cotation, alors là, en fait, il faut avoir moins que plus ici. Vous voyez, quand on a une note élevée, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez, si on vous dit tu as 5 et plus, c'est très mauvais. Voilà. Si tu as 3, c'est très bien. D'accord ? C'est le contraire de quand j'étais à l'école, vous voyez ? Voilà. Si tu as 3 plus, tu es formidable. On dit tu es vraiment hyper fiable, quoi. Je te prête demain, sans même regarder. D'accord ? Si tu es 4 plus, c'est un petit peu moins bien. Mais c'est le 4, c'est le haut du 4, c'est ça que ça veut dire 4+. Ça veut dire c'est le haut du 4, tu as une bonne capacité à rembourser. Le 4, c'est une capacité correcte à rembourser. Le 5+, c'est assez faible. Et 5 et en dessous, c'est très faible, ou bien tu n'es vraiment pas fiable. Évite ces gens-là, quoi. Tu vois, vraiment, tu veux retrouver ton argent, ne va pas avec du 5 et plus, d'accord ? Voilà. Alors, peut-être je fais des grosses gaffes, vous avez ça, des gens sont 5, etc. Bon, voilà. Alors, et alors, en fait, alors on peut commencer. Alors, ça, c'est on regarde l'histoire de cotation. Mais pour le moment, je vais regarder déjà quelque chose. Je veux regarder à un niveau. Je reviens à ça. C'est un peu comme dans les cours de cuisine. Je vous ai mis une petite graine, là, dans une casserole. Je reviendrai là-dessus. Hein. Là, maintenant, je vais regarder au niveau sectoriel. Parce que, évidemment, au niveau sectoriel, on veut dire, voyez, il y a un effet d'un crédit plus facile, d'augmenter la capacité de chaque firme à investir plus en R&D. Ça, c'est plutôt bon pour la croissance de la productivité. Mais par contre, il y a un effet d'empêcher des nouveaux entrants plus efficaces de venir. Et ça, potentiellement, ça peut être mauvais. D'accord ? Et ça, il faut le regarder au niveau sectoriel. Parce qu'au niveau firme directement, tu ne vois pas les gens qui ne sont pas rentrés. Tu ne vois que ceux qui sont là, quoi. Donc ça te biaise. Mais quand on fait des politiques industrielles, on ne voit que l'effet sur ceux qui sont là. On ne voit pas l'effet sur ceux qui auraient pu venir. Donc on a une tendance à dire c'est génial. D'accord ? Puisqu'on ne sait pas ce qu'on manque. D'accord ? Bon.
Donc, alors là, on va regarder, on va régresser la croissance de la productivité sur une mesure de spread. Le spread, c'est la différence entre le taux auquel, le taux, si vous voulez, un spread élevé, c'est le coût du crédit, le vrai coût du crédit, mais le EONIA, c'est le taux auquel le EONIA, c'est le taux moyen des transactions interbancaires. Vous voyez, c'est un peu comme le LIBOR. Vous voyez, c'est un taux de référence. Donc, ce que vous faites, c'est que vous régressez la croissance de la PGF, de la productivité, sur le spread, qui est la différence entre le taux de crédit vraiment, quoi, le coût du crédit, et le taux auquel les banques se prêtent. Vous voyez, et évidemment, l'idée, c'est de dire, eh bien, si un secteur est très risqué, eh bien, le spread devrait être plus grand, quoi. Voyez. Donc, voyez, là, vous voyez cette mesure de spread qui est là. Ça, c'est le taux ça vous reflète le coût du crédit. Et vous voyez qu'il y a une courbe en U inversée entre le coût du crédit et la croissance de la productivité. Vous voyez, j'aurais voulu, moi, voyez, qu'il y ait vraiment une courbe décroissante, que plus le spread est grand, plus la croissance de la productivité est faible. Et en fait, je trouve une courbe en U inversée. Voyez. Donc, en fait, on voit bien déjà à ce niveau-là ce double effet. Voyez, on ne voit pas une courbe qui est monotone, on voit une courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'il y a l'effet que le crédit moins cher, c'est-à-dire un secteur qui est moins risqué avec un crédit moins cher, c'est bon pour sa R&D, mais en même temps, voilà, le crédit facile, ça bloque, voilà, ça peut avoir cet effet, disons, qui empêche l'entrée sur le marché. Voilà, donc de nouvelles firmes plus efficaces. Donc voilà, c'est une première idée, c'est de dire on peut commencer à faire une régression, mais ça n'a pas valeur de causalité, c'est une corrélation, disons. La corrélation entre le coût du crédit et le taux de croissance de la productivité est non monotone, voilà, comme nous voulons l'expliquer dans ce papier. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quelque chose de causal. Et c'est ça là que je vais faire une analyse causale. Et l'analyse causale, je la fais de la manière suivante. Je dis, voilà, eh bien, Draghi, il a eu de bonnes choses et il a beaucoup aidé les économètres. Ils ont introduit des programmes. Il y a le ACC programme et ils ont introduit le ACC programme. Et alors, quelle est l'idée du ACC programme? C'est qu'en fait, eh bien, les banques peuvent utiliser les prêts qu'elles font aux entreprises comme collatéral pour emprunter sur le marché bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Elles disent, voilà, je prête à telle firme, c'est comme un actif, et ça me donne un collatéral qui permet d'emprunter et d'étendre mes activités, et d'emprunter plus sur le marché bancaire, d'aller me refinancer plus auprès de la Banque centrale. D'accord? Donc l'idée là, c'est de dire, ben voilà, seulement, évidemment, on va regarder les cotations. Parce que si vous me dites, moi je prête à des entreprises qui sont 5 et en dessous, là on vous dit non, là ça ne marche pas, quoi. Au contraire, c'est très mauvais, quoi. Je ne veux pas vous prêter. Surtout ne me parlez pas de vos prêts à des entreprises qui sont chancelantes. D'accord? Je ne vais prendre que les prêts à des entreprises qui sont solides. Ça, c'est du solide. Si vous me dites je prête à des entreprises, si je sais que des gens qui vont vous rembourser, si vous prêtez à des gens qui ne vont jamais vous rembourser, c'est une très mauvaise nouvelle, je ne vais pas vous refinancer. D'accord? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, du 3++ jusqu'au 4+, c'est très bien, du 4 au 5+, c'est moyen, et 5 et en dessous, c'est très mauvais, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le programme ACC, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, sont éligibles pour un refinancement auprès de la Banque centrale tous crédits qui sont au-dessus de 4+. Et alors, qu'est-ce qu'a fait le ACC? Ils ont dit, eh bien, on va descendre ça au 4. Vous voyez, c'est-à-dire que le 5+ jusqu'au 4+ était toujours éligible, le 4 devient éligible, et en dessous du 4, ça reste non éligible. Mais le 4 va passer au éligible. Donc le 4, ça veut dire que le crédit à des entreprises qui sont en cotation 4 va s'améliorer, et on va voir l'effet que ça a sur ces entreprises. C'est une expérience naturelle. Vous comprenez? Et on a le groupe de traitement, qui est les firmes qui sont en cotation 4, et le groupe de contrôle, c'est celles qui étaient dans le même groupe que 4, c'est-à-dire le 5+. Le 5+ était avec le 4 avant, maintenant le 4 va rejoindre le 4+,
mais le 5, vous voyez, le 5 plus rejoint le 5 qui est en dessous, quoi. Et là, on a le groupe de traitement et le groupe de contrôle. Et on peut voir l'effet du desserrement du crédit, d'accord? Donc, alors le programme est annoncé en décembre 2011, il est implémenté en février 2012. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez là, de manière très claire, c'est que, eh bien, vous voyez là que, voyez l'évolution de la qualité. Vous voyez l'évolution de la qualité voyez, des loans, voyez, et en fait, ce qu'on regarde, la chose suivante, de la quantité, je veux dire, de nouveaux loans, et vous voyez que, regardez, là, je montre ensemble les 4 et les 5 plus. Vous voyez que le 4 et les 5 plus, c'est l'évolution au cours du temps disons, du ratio de nouveaux prêts sur les revenus. C'est la même chose, et puis tout d'un coup, ça se détache. Vous voyez, les 5 plus baissent et les 4 vont là. Vous voyez ? Vous voyez, la capacité d'avoir des nouveaux emprunts par rapport à la taille de la firme, elle est la même pour les 4 et les 5 plus, et à ce moment-là, il y a détachement des deux. C'est joli comme chose, non? Hein, c'est beau, là, ce détachement de ces deux courbes-là. Ils sont ensemble, et là, ils ne sont plus ensemble, vous voyez? Voilà. Donc, ça veut dire que la contrainte financière se relâche pour les firmes qui sont 4, tandis que pour les 5, elle ne se relâche pas. Voilà, donc vous voyez, donc au contraire, voilà, même là, ça empire, vous voyez, ça retombe. Voilà, donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? Je ne vais pas vous montrer des régressions, mais ce qu'on montre là, c'est qu'on régresse le taux de croissance de la productivité de l'entreprise sur deux choses. Est-ce que tu es le groupe de traitement, c'est-à-dire que tu es 4 ou pas, et post-ACC, c'est avant versus après. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, voilà, il y a l'événement implémentation du programme, je l'applique à Simon qui, lui, est traitement, il est 4, moi je suis 5+, je suis le groupe de contrôle, et on va regarder la croissance différenciée de Simon et de moi. D'accord? Qu'est-ce que ça apporte que Simon soit un 4 après, par rapport à avant la période de mise en place de cette politique? D'accord? Et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, c'est très bon pour la croissance de la productivité, c'est toujours très bon. Vous voyez, Simon, il gagne, voilà, et là, il gagne partout. Voilà, ça c'est le. Donc, vous voyez, ça c'est la croissance de la productivité. Voilà. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que là, on regarde. Là, ce que je regarde, c'est que c'est les croissances de productivité ou les secteurs qui sont très dépendants financièrement. Alors que là, je fais autre chose. Au lieu de prendre le groupe de contrôle en étant entre le 4-5, entre le 4 et le 5+, ici, je regarde entre le 3 et le 4+, et entre le 5 et le 5+. Et vous voyez, là, il n'y a pas d'effet du tout. Vous voyez? Ou bien sinon, ici, ce que je regarde, c'est des demi, vous voyez, 2006-2010. Alors, vous voyez, ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment ce que je regardais, ce qui se passe pour la demi, c'est 2012, d'accord? Et j'ai dit, mais maintenant, j'aurais pu regarder la même chose si je regardais d'autres années avant ou après l'implémentation. Ou si je regarde des groupes qui sont tous les deux, aucun des deux n'est le 4 et le 5+. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet du tout. Vous comprenez? C'est vraiment important quand c'est 4 versus 5+, avec avant versus après 2012. Mais si c'est 4 versus 5+, avant et après 2007, il n'y a pas de différence. Ou si c'est 5 versus 5+, en 2012 ou n'importe quand, ça ne fait aucune différence, vous comprenez? Là où ça fait vraiment la différence, c'est entre le 4 et le 5+, avant et après 2012. C'est là qu'il a fait une différence. C'est là que Simon fait beaucoup mieux que moi après, quoi. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Simon, ça a amélioré pour lui. Mais maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est le taux d'exit, c'est la probabilité que Simon s'en va. Et alors là, on peut voir que, évidemment, ça augmente la productivité de Simon, mais ça réduit sa probabilité de quitter le marché. Ça réduit sa probabilité de liquidation. D'autant plus s'il est low productivity, vous voyez? D'autant plus si Simon est de productivité faible. Vous voyez, les chiffres là sont beaucoup plus gros que là. C'est-à-dire que le problème avec ça, c'est que j'aide Simon, mais Simon, il n'est pas forcément bon. Il peut être un 4, pas bon du tout. Eh bien, surtout s'il n'est pas bon, ça l'aide à rester. Ça, c'est pas bien, ça. C'est là que j'ai mon effet de réallocation.
Vous comprenez? C'est-à-dire que Simon, il fait toujours un peu plus. Mais peut-être que Simon, c'est beaucoup moins bien, beaucoup mieux qu'il s'en aille et qu'il y ait quelqu'un d'autre de beaucoup mieux qui arrive. Il n'y a pas mieux que Simon. Mais c'est pas, donc c'est un cas totalement hypothétique. Mais vous voyez, et donc là, ça montre, c'est que Simon fera forcément un peu plus, mais ça réduit la probabilité de Simon de quitter le marché, et d'autant plus si Simon était de productivité faible. Parce que là, je l'ai vraiment tendu une perche. Mais j'ai aidé un canard boiteux à rester. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. Voilà. Et c'est ces deux effets-là qu'on voit. Donc là, c'est l'effet de réallocation. Et l'argument de Seth et compagnie, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé dans la période récente? C'est qu'il y a eu la baisse des taux d'intérêt pour des bonnes raisons. Mais l'effet négatif, ça a été que ça a contrarié la réallocation voyez, des ressources vers des firmes plus performantes, vers des entrants plus performants, et ça a inhibé la croissance. Donc la conclusion, c'est que le financial easing, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt, la baisse du coût du crédit, eh bien, peut avoir un effet négatif de réallocation sur l'entrée, l'exit et la croissance de la productivité. Globalement, ça aide la croissance de la productivité de la firme en particulier, mais la croissance moyenne de la productivité, qui est celle de Simon plus d'entrants potentiels, elle est réduite. Donc voilà, donc c'est une explication partielle, mais ce n'est pas forcément l'explication principale. Voilà. Donc maintenant, je vais passer, il me reste 20 minutes, et je termine avec l'explication que moi je préfère. Je ne dis pas que ces explications n'ont pas du vrai, mais je pense qu'il y a autre chose, et je vais vous parler de la dernière explication. Alors, voilà. Voilà. Donc ça, c'est un projet, le titre va changer, c'est une recherche en cours. Alors, c'est toujours avec Bergeau, et Timo, il est à Stockholm, et Clino, il est à Stanford, et Yuili est à la fête de San Francisco. Voilà. Et en gros, il y a un certain nombre de faits, et ça, je vous ai déjà parlé avant, mais je vais vous les remontrer, dont on veut tenir compte. D'abord, il y a le fait que la croissance de la productivité a augmenté beaucoup 96-2005 avant de baisser. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure avec Gordon. Gordon, vous aviez la même chose. La croissance de la productivité augmentait sensiblement pendant la décennie 96-2004-2005, et après baisse sensiblement. Donc, vous voulez vous expliquer pourquoi la croissance augmente et puis baisse. Donc, ça, c'est la première chose que vous voulez expliquer. La deuxième chose que vous voulez expliquer, c'est que le taux d'entrée et d'exit a baissé, en fait, notamment depuis 1996. Vous voyez, le taux d'entrée, c'est ça. Le taux d'exit a un tout petit peu baissé aussi, mais le taux d'entrée a baissé sensiblement. Donc, de nouvelles entreprises. Donc, moins d'entrées maintenant qu'avant. Ça, vous voulez pouvoir expliquer ça. C'est le deuxième fait que vous voulez expliquer. Le troisième fait, c'est que la concentration des parts de marché a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a maintenant de plus en plus un phénomène de peu de firmes ont beaucoup de parts de marché. La concentration a augmenté. Par exemple, sur la période 97-2017, dans le secteur IT, des TIC, avec l'émergence des GAFAM, évidemment, et puis la fraction des industries où les 4 firmes les plus grosses représentent plus que 30% des parts de marché, s'est accrue sensiblement. Donc, et vous pouvez voir ça, par exemple, ça vient des travaux de Autor, Van Rienen, Katz, et puis alors il y a un quatrième co-auteur que j'ai oublié, que je n'ai pas là. Et donc là, on regarde la part, ça c'est la part de marché des top 4. Et là, c'est la part des top 20. Donc top 20, c'est en... Donc là, vous avez les top... les top 20 sont ici. Je crois que les top 20 sont là et les top 4 sont là. Je ne sais plus lesquels. Lesquels sont en haut, lesquels sont en bas. Que je regarde. Oui, bon, on les a les top 4. Les top 4, c'est les triangles. Voilà, le top 4, c'est les courbes. Voilà. Les top 4, c'est les courbes qui sont en continu. D'accord? Alors, le top 4 mesuré par les ventes. Vous voyez, ça, c'est la part des top 4 mesurée en termes de ventes. Je peux mesurer la concentration en termes de quelle part des ventes vous avez ou quelle part de la force de travail vous employez. D'accord? Donc, regardez la part des top 4, que ce soit en rond, c'est en vente ou en emploi. Vous avez, surtout en vente, vous voyez, la concentration augmente dans le secteur manufacturier. Quand je regarde la part des top 20, des 20 les plus gros, quoi, en vente, vous voyez, ça augmente. Et en vente, vous voyez, ça augmente aussi là. Ça, c'est en termes d'emploi.
Donc on a globalement une augmentation de la concentration, qu'on la mesure avec les top 4 ou les top 20, et qu'on la mesure en termes de vente ou en termes d'emploi. Je peux regarder la même chose dans le secteur financier, c'est encore plus gros. J'ai le secteur du détail, il regarde toute une série de secteurs, c'est vrai partout. Partout, on observe une augmentation aux États-Unis de la concentration, surtout depuis les années 2000, après 2000. Alors, le quatrième fait, c'est que la part du travail dans le revenu diminue, d'accord ? Et en fait, elle diminue de 65% à 58% depuis 2007. Et ce n'est pas dû au fait que dans les firmes, la part de travail diminue, c'est que les firmes qui emploient moins deviennent plus importantes que les autres. C'est un effet de redistribution entre firmes. Vous voyez, je veux dire, ce n'est pas qu'au sein d'une firme, là, ils emploient moins. C'est que les firmes qui emploient moins tendent à devenir plus grosses dans le marché. Donc on voit qu'il y a un phénomène de concentration par des firmes qui tendent à employer moins. C'est intéressant. Vous voyez, donc ça on voit, et là notamment aux États-Unis. Alors, fait 5, l'investissement tend à décroître. Donc là, c'est le private investment sur nominal GDP. Eh bien, il tend à décroître aux États-Unis. Ça s'affirme, c'est agrégé, hein, mais si vous regardez le trend sur les dernières périodes, il est décroissant, vous voyez. Et alors, j'aurais pu regarder les dépenses de R&D, mais eux ne particularisent pas sur dépenses de R&D. Je crois qu'ils regardent dépenses privées. Alors peut-être qu'ils regardent d'après des sous-catégories de dépenses. Et alors, finalement, le markup. Le markup, c'est les marges bénéficiaires. Et là, on observe qu'en fait, en moyenne, les marges augmentent, mais à nouveau, ce n'est pas parce qu'au sein des firmes, les marges ont augmenté, c'est parce que les firmes à grosse marge deviennent beaucoup plus grosses. Voilà, les firmes à grosse marge tendent à devenir beaucoup plus grosses. D'accord ? Et c'est un phénomène à nouveau between et pas within. En fait, à l'intérieur des firmes, il n'y a pas vraiment d'augmentation, il y a même plutôt diminution. Et là, on peut voir ça. La courbe en pointillé, c'est la marge en moyenne, elle augmente. Et la courbe en jaune, c'est la moyenne entre firmes de la variation à l'intérieur de la firme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on voit que ça a tendance à être constant ou diminuer. Donc si on fait la moyenne des évolutions intra-firmes des marges, ça a plutôt tendance à baisser. Mais la marge au total, la marge moyenne, elle augmente. Ça veut dire que dans les firmes, en général, les marges ou n'augmentent pas ou baissent à l'intérieur des firmes. Et je fais la moyenne, et c'est plutôt quelque chose qui baisse. Mais les firmes à grosse marge deviennent beaucoup plus importantes que les firmes qui ont des marges moins faibles. Et c'est pour ça que la marge moyenne augmente. D'accord ? Et donc, on veut une explication. Et moi, je ne vais pas vous embêter avec des maths, parce qu'il est moins le quart. D'accord ? Je vais juste vous donner l'idée la suivante. Vous avez des firmes. Et ces firmes, eh bien, elles produisent toute une série de biens. Chaque firme peut produire N biens. Je vous ai dit, la variété, c'est important. Et bien voilà un modèle où la variété peut augmenter. Je peux décider combien d'activités je peux avoir. Alors évidemment, en général, plus j'ai des activités, plus le coût va être important. C'est à un moment donné, il y a des bornes. Les firmes ont ce qu'on appelle des boundaries. Elles ont des frontières parce que je ne peux pas faire une infinité de choses. Plus je fais de choses, plus ça devient coûteux d'ajouter une activité, parce que je dois me disperser davantage. Donc en général, il y a des coûts, il y a un coût convexe et croissant, C de N, à mener de parallèle N activités, quoi. D'accord ? Donc en général, le C va être comme ça, et c'est pour ça qu'en général, je vais pas décider d'aller à N égale infini, parce que mon coût, il va être comme ça, quoi, vous voyez ? D'accord ? Mais le coût par activité augmente avec le nombre d'activités. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce modèle ? Alors je ne vais pas vous embêter, c'est l'idée et la chose suivante. C'est que c'est un modèle, en gros, où je vais vous raconter l'histoire en mots, d'accord ? Et pas de maths, d'accord ? En mots. Voilà ce qui se passe. Donc moi, je peux m'étendre en améliorant votre ligne de recherche. Donc par exemple, Simon, que je prends comme victime aujourd'hui, voilà, je fais mieux que Simon, eh bien, je peux étendre mon activité sur celle de Simon. Mais je peux aller chez Maxime, chez l'autre Simon, chez Emma, vous voyez, vous reconnaîtrez tous les noms des gens qui sont au premier rang, et je peux décider d'innover sur eux, d'accord ? Donc, voilà, c'est comme ça que j'augmente mon nombre de firmes. J'innove sur tous ces gens-là. Mais il y a, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a deux choses.
je peux gagner parce que j'innove sur Simon, mais il y a deux types d'entreprises. Il y a les superstars et les pas superstars. Les superstars, c'est des entreprises qui, pour une qualité donnée, peuvent avoir plus de profit parce qu'elles ont accès à un réseau, par exemple. D'accord ? Je fais partie de Google ou je fais partie d'un réseau ou je ne sais pas. Voilà. Comme j'ai partie du réseau, je gagne. Donc, si par exemple Simon, il est aussi bon que moi, mais lui n'est pas dans le réseau, je peux faire une marge plus grande que Simon. Parce que ma marge ne dépend pas seulement si je suis plus productif que Simon ou pas en termes d'innovation, mais elle dépend si, par rapport à Simon, j'ai un meilleur accès que lui ou moins bon à ce réseau. Qu'est-ce que je vais appeler une firme superstar? C'est les firmes qui accèdent au réseau. Les firmes qui ne sont pas superstars, c'est les firmes qui n'accèdent pas. Supposons maintenant qu'à cause d'un changement technologique, l'éthique par exemple, ma courbe qui est là, elle va baisser. Vous voyez, supposons que je fais baisser cette courbe. Vous voyez, ça devient moins coûteux d'avoir plus de lignes de recherche. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, ceux qui vont surtout en profiter, c'est ceux qui ont accès au réseau. Eux vont prendre beaucoup plus. Sur le moment, ça va faire augmenter la productivité parce qu'ils sont quand même plus productifs. En moyenne, ils sont plus productifs puisque pour un niveau technologique égal, ils ont l'accès au réseau que les autres n'ont pas. Donc l'effet de court terme va être d'augmenter la croissance de la productivité. Mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces firmes-là qui ont un accès privilégié, elles vont tout envahir et elles vont décourager les futurs Simons d'innover. Parce qu'eux vont dire, même si j'innove, je vais devoir me concurrencer une firme qui a un gros avantage en termes de coût sur moi. Pourquoi? Et donc c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, les TIC qui ont permis aux firmes de s'agrandir, vous voyez, parce que j'ai l'informatique et tout ça, je peux gérer beaucoup plus d'activités, c'est plutôt bien pour la productivité, mais ça a permis à ceux qui accèdent au réseau d'étendre leur marge, et du coup, ça a inhibé la R&D des autres. Les autres se sont dit, mais à quoi bon innover, puisque de toute façon, je dois concurrencer, je dois faire la concurrence à quelqu'un qui a... Pourquoi Simon devrait innover? Puisqu'il doit me faire la concurrence à moi, qui a accès au réseau, et lui n'a pas. C'est une concurrence inégale. Donc, il tend à être découragé par cette concurrence inégale. Vous voyez? Et donc, si vous voulez, c'est qu'on regarde, donc les superstars vont s'étendre au détriment des firmes non superstars. Du coup, la R&D et l'entrée par les non superstars va être découragée. Et c'est ça qui va se passer. Et s'il y a peu de superstars qui ont ce privilège, si toutes les firmes étaient superstars, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a seulement quelques firmes qui sont superstars, elles deviennent complètement hégémoniques et elles tuent tout le monde, quoi. Personne ne veut plus rien faire, quoi. Vous comprenez? Et c'est là que ça devient... donc la croissance de la productivité va d'abord agréger, va d'abord augmenter quand la courbe C2N baisse, parce que à court terme, ça permet à des superstars plus efficaces de s'étendre, mais à plus long terme, ça va décroître, ça va être mauvais pour la croissance de la productivité, parce que ça va décourager l'innovation par les non-superstars qui représentent la majorité des firmes. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe au total? Les superstars vont grandir au détriment... Alors, c'est peut-être bien pour l'efficacité statique, parce qu'en gros, d'un point de vue statique, c'est des firmes plus efficaces qui produisent, ça fait baisser les prix. Mais d'un point de vue dynamique, c'est très mauvais, parce que ça va décourager la R&D et l'innovation. Voyez? Et donc, le modèle explique tout, parce que le modèle vous dit pourquoi la croissance de la productivité a augmenté et ensuite décru. Parce qu'au début, quand ils sont arrivés, c'était bon, mais c'est maintenant qu'ils sont un problème. Et l'Europe, vous voyez, n'arrive pas à se mettre d'accord sur Google. Un gros problème, ça. Hein? On n'arrive pas à réinventer notre politique de concurrence. 2, le markup a augmenté parce que les marges étaient plus grandes pour les GAFAM. Mais les GAFAM, elles sont crues au détriment des autres. C'est pour ça que le markup moyen a augmenté. Ce n'est pas parce qu'à l'intérieur des firmes, nos marges ont augmenté. C'est que les GAFAM sont devenues plus importantes. Et évidemment, les GAFAM tendent à employer moins de gens. Donc c'est ça qui a fait baisser la part du revenu du travail. Et l'investissement et l'entrée ont baissé. Vous voyez que cette explication, elle se réconcilie avec tous les faits que j'ai montrés avant. En fait, on peut simuler, et on voit sur la croissance, on peut prendre des paramètres, mais ça, on a fait une simulation. On essaie de calibrer maintenant, on voit que la croissance augmente, et après, qu'elle baisse, vous voyez. Et ça, c'est la croissance de la productivité. Alors que c'était quelque chose qui devait être bon, l'éthique. Ça devait être bon, a priori. Et ça conduit, au contraire, parce que, en fait, les GAFAM inhibent tout. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il y aurait 2 choses à faire. C'est de dire, eh bien, tout le monde accède aux données, que tout le monde devienne une superstar.
ou bien de dire, les GAFAM, pas le droit d'aller au-delà de là, quoi. Hop, je mets une barre. Vous n'avez pas le droit de devenir trop gros. Eh bien, si je fais l'un et l'autre, j'endigue cette décroissance de la productivité. Mais ça, c'est une politique de concurrence. Voyez, si par exemple, voyez, là, je regarde la croissance de la productivité, voyez, là, je regarde là, en fait. Si, ça, c'est le cas où j'ai peu de GAFA, mais si là, par exemple, je mets, voyez, par exemple, le plus bas, c'est si j'ai beaucoup de GAFAM, si j'ai beaucoup de firmes, je veux dire, qui accèdent j'augmente beaucoup l'accès au réseau, eh bien, au lieu de faire baisser la croissance, j'augmente essentiellement la croissance. Voyez, l'effet qui devait être de décroître la croissance devient un effet positif. L'intelligence artificielle et l'éthique, si j'ai suffisamment de concurrence, c'est bon pour la croissance. Si je n'ai pas beaucoup de concurrence, c'est mauvais pour la croissance. Et donc, qu'est-ce qu'on retire de ça? On retire de ça qu'il y a un rôle de l'État. Eh bien, il faut repenser la politique de la concurrence, les accès de données au réseau et la taille des réseaux, voilà, ben, il faut repenser, il faut intégrer ces paramètres de manière plus systématique dans les politiques de concurrence. Je vois aussi qu'à Bruxelles, on est très fort pour dire à une firme française qu'elle est dominante, si même elle est dominante dans le Rouergue, hein, ou dans ou dans la région parisienne, mais Google, on ne fait rien. Hein, on ne fait pratiquement rien, très peu de choses. Donc, il faut repenser la politique de la concurrence. Et donc, comme je disais, augmenter la part des firmes qui ont accès au réseau, idéalement que tout le monde y accède, ou limiter la taille maximum d'une entreprise, eh bien, au lieu que du coup, ça fera qu'un changement de ce type, au lieu de conduire à un déclin de la croissance, vous conduira à une augmentation de la croissance. Donc, il faut que les institutions s'adaptent aux politiques, à la technologie. Vous voyez, la même technologie, selon les institutions que vous avez, peuvent vous donner le meilleur ou le pire. Et ça, c'est un thème très important. Donc avec un aspect de politique économique. Et je crois que sur ces belles paroles, je conclus. Merci beaucoup.